Bonsoir à toutes et à tous. Je vous laisse finir de vous installer et je vous souhaite la bienvenue pour cette réunion de présentation du projet d'aménagement que nous avons appelé le projet Grand Lac. Je tiens à vous présenter les personnes qui vont intervenir ce soir. Donc à ma gauche, il y a monsieur Kevin Rofast, qui est conseiller municipal délégué et dédié à ce projet Grand Lac, et monsieur Vignal du bureau base, qui est notre paysagiste, qui a travaillé sur l'ensemble du projet et surtout qui va vous présenter le projet Grand Lac ce soir. C'est lui qui va parler un grand moment durant cette soirée et qui pourra également répondre à vos questions. Cette soirée, on souhaite qu'elle se passe en plusieurs temps. Un premier temps d'une quinzaine de minutes d'introduction, ensuite la présentation de monsieur Vignal et ensuite un temps d'échange de questions-réponses. On va se laisser à peu près 1h30 de réunion. Il doit être 19h10. On se laisse jusqu'à 20h40 pour cette réunion et on pourra poursuivre notre échange autour d'un verre de l'amitié qui vous sera servi, je crois, dans le hall de l'Esplanade du Lac. Pourquoi nous sommes là ce soir ? Nous sommes là pour vous présenter un projet qui nous tient à cœur, un projet important et un projet qui correspond à un engagement de la dernière campagne électorale que nous avons porté dans le cadre de notre programme. Nous avons la chance à Divonne-les-Bains d'avoir un lieu unique, un lieu symbole de la ville, qui est le lac. Ce lac, il est l'héritage de nos prédécesseurs, et notamment l'héritage de Marcel Antonio, qui a... Je crois qu'il faut faire avancer les slides. Hop. L'héritage de Marcel Antonio, qui, il y a à peu près 60 ans aujourd'hui, a mis en œuvre la réalisation de projets structurants à Divonne-les-Bains et notamment du projet du lac. Ce projet de lac, il a été construit sur des marais. D'ailleurs, si on devait faire la même chose aujourd'hui, je suis pas certain qu'on puisse réaliser ce lac dans ce lieu avec la même facilité qu'il l'a réalisé à l'époque. Ce lac, il a été évidemment adopté par les Divonnais dès sa construction, mais il a surtout aujourd'hui permis de développer une série d'activités autour de ce lac. Ce lac, il a aussi connu des évolutions, notamment une évolution forte qui a été la suppression de la circulation automobile au bord du lac au début des années 2000. Aujourd'hui, notre ambition, elle est triple pour ce lac. Le premier, et c'était le premier engagement que nous avions pris durant la campagne, c'était d'avoir un travail sur l'entretien écologique du lac. C'était notamment traiter les herbiers qui donnent un aspect peut-être moins agréable visuellement au lac, qui peut-être peut, pour certains d'entre vous, vous dire qu'il n'est pas praticable pour la baignade, alors que ce n'est pas tout à fait juste. Ce lac, c'est un lac qui vit, c'est un étang et un lac de montagne qui vit, qui produit des herbiers. Nous avons contracté avec une société pour, durant les 5 années qui viennent, traiter durablement le problème des herbiers. Les travaux ont commencé sur ce sujet-là il y a une année et ils vont se poursuivre encore pendant les 4 ans qui viennent. C'était le premier engagement que nous avions pris. Le deuxième, c'était de travailler sur un projet à long terme, en regardant assez loin à l'horizon sur ce que pouvait être le lac dans les 15 et 20 ans qui vont venir. L'idée, ce n'est pas de refaire Divonne 2000, pour ceux qui ont connu Divonne 2000. Ce n'est pas de bétonner le bord du lac. L'idée, elle est de pouvoir prévoir un aménagement naturel du bord du lac. De pouvoir permettre aux touristes, aux visiteurs, aux Divonnais d'accéder plus facilement à l'eau que ce qu'il n'est possible de le faire aujourd'hui. De pouvoir proposer des équipements complémentaires, notamment pour des sports de plein air au bord du lac. De permettre l'amélioration, de permettre le maintien des activités aquatiques qui sont présentes au bord du lac et peut-être demain en accueillir d'autres. C'est simplement d'une part de faire de cet écrin de verdure et de nature quasiment en centre-ville un vrai écrin, redoté de plantations, retravaillé, débitumé, on y reviendra pendant la présentation, et également, d'un autre côté, un lieu d'attractivité touristique sans que le lac devienne Disneyland. Donc l'idée, et c'était le mandat qu'on a donné à Monsieur Vignal, c'était de travailler un peu par petites touches, un peu en ayant une approche sensible et une approche paysagère pour proposer un projet que nous pourrons mettre en œuvre
pendant la fin de notre mandat, mais également laisser un guide aux personnes qui dirigeront la ville dans les 10 ans qui viennent. Et je crois que c'est important de pouvoir s'inscrire dans la durée et de pouvoir travailler sur un projet qui sera un projet sur le long terme et qui n'est pas un projet pharaonique, mais qui est un projet très sensible, très naturel et très paysager. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire en introduction. J'aurai l'occasion de revenir sur certains éléments du projet dans le cadre des réponses qu'on pourra apporter à vos questions. Je vais laisser la parole maintenant à Monsieur Rofast pour qu'il puisse nous présenter la partie du projet, l'historique un peu du projet et la partie concertation. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Monsieur le maire. Alors c'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver ici pour cette présentation du plan général de réaménagement paysager du lac de Divonne-les-Bains et de ses abords. Un projet que nous avons appelé projet Grand Lac. Cela a débuté il y a 2 ans et c'est quelque chose qui s'inscrit pleinement dans le programme que nous avons présenté lors des élections municipales d'il y a 2 ans. Depuis, pas mal de choses se sont passées, mais rien n'a jamais été un frein à ce projet et ne devra l'être tant ce lac s'inscrit dans la richesse de notre ville et tant ce projet est important pour Divonne-les-Bains. Monsieur le maire vous a parlé en introduction du pourquoi de ce projet Grand Lac. Pour ma part, je tenais à vous parler du comment on en est arrivé là. Mais avant de vous présenter la méthode pour laquelle nous avons abordé ce projet, je tenais à faire un petit retour en arrière, nous replonger un peu dans l'histoire du lac de Divonne-les-Bains. Car l'histoire de notre lac est très riche. On pourra en parler pendant de longues heures. Il y a des témoins dans cette salle qui pourraient venir agrémenter ces discussions. Mais il faut rappeler que ça a commencé il y a 80 ans. Ça fait beaucoup. Notre illustre Jean Debeau a alors commencé à travailler sur des projets de plans d'eau à Divonne-les-Bains, plus fous et aussi incroyables les uns que les autres. C'était quelqu'un qui ne manquait pas d'idées. Il avait même imaginé un hippodrome au milieu du lac sur une île. Donc je vous laisse un peu imaginer sa vision. Par la suite, c'est donc 20 ans après, en 1964, après s'être battu contre tous les sceptiques, que Jean Debeau a gagné ce défi. Après 11 propositions de différentes natures, il a sorti un projet qui a pu être mis en lot en 1964. Ce petit rappel historique est très important dans l'élaboration d'un plan guide, car un projet ne se concrétise pas en quelques semaines, et c'est en sachant d'où on vient qu'on peut savoir où on veut aller. Cela fait donc 60 ans, grâce à la volonté et cette force de persuasion de Monsieur Debeau et de tous ceux qui l'entouraient à l'époque, que nous, Divonnais, issus depuis plusieurs générations ici ou que depuis quelques mois ou années, que les touristes, que les sportifs, que les familles, profitons de cet écrin de verdure et d'eau au cœur d'un parc de 45 hectares. 60 ans de vie passée, je vous laisse un peu vous en rendre compte. À l'époque, il n'y avait pas d'arbres, très peu, une faible végétation, la circulation au bord du lac. Mais pour moi, c'est une image très très marquante de ce lac et de ce qu'on peut en faire. Quand on voit un plan d'eau aussi vivant, des dériveurs, des planches à voile, autant de baigneurs, c'est cette image qu'on veut continuer à donner au lac de Divonne-les-Bains. Et je pense qu'en voyant ça, ça rappelle des souvenirs, mais ça peut aussi donner beaucoup de perspectives pour le futur. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de vouloir imiter Monsieur Debeau, mais bien de nous projeter vers l'avenir, en donnant une nouvelle dimension à notre lac et à ses abords. Ce plan guide, c'est vraiment une vision globale du lac que nous voulons laisser à nos enfants. Il s'inscrit évidemment dans notre objectif de préserver notre patrimoine naturel et de renforcer la place naturelle dans notre ville, mais également de répondre aux attentes des Divonnais en termes d'équipements sportifs ou loisirs. Le lac fait partie intégrante du patrimoine divonnais et vous, ici présents, y êtes comme moi très attachés. C'est pourquoi l'idée n'est pas de tout changer, mais vraiment de préserver et de valoriser ce patrimoine. Ainsi, ce projet permettra au lac de rester un site intergénérationnel dans lequel chacun pourra continuer à y vivre des moments de plaisir et de bonheur tout au long de l'année.
Je suis convaincu que le plan guide qui vous sera présenté par M. Vignal à la fin de mon propos finira de vous convaincre. Et donc, avant de lui laisser la parole pour la présentation, je voulais vous rappeler en quelques mots comment on est arrivé à ce projet Grand Lac. Il s'est établi en 3 phases. Il y a eu une première phase de concertation. Celle-ci a touché vraiment un maximum de personnes. On a vraiment souhaité, on est vraiment dans la continuité. On veut qu'il y ait une consultation vraiment générale, une co-construction de ce projet. Aujourd'hui, ce plan guide qui vous sera présenté ne sera pas une phase définitive du du programme, mais vraiment le début du travail qu'on pourra faire ensemble pour la suite. Donc, il y a eu une première phase avec les ateliers autour de tables rondes, avec les acteurs économiques issus du lac, avec les associations, avec les conseils de quartier, qui ont vraiment, autour d'une table ronde, apporté vraiment leur pierre à l'édifice, et pour vraiment avoir ce bilan général, pour connaître leur vision, et sur leur technique, leur touche un peu vraiment directe qu'ils pouvaient avoir. Et c'était très important dans le diagnostic qui sera présenté après, pour base d'avoir ces éléments-là. En parallèle, on a travaillé sur un questionnaire qui a été présenté au Divonais. Ce questionnaire a recueilli pas moins de 942 réponses. Un questionnaire qu'on pourra nous dire peut-être trop orienté, trop fermé, pas assez ouvert, mais c'était vraiment un choix en concertation avec Base, qui a quand même l'habitude de travailler sur ce type de projet et qui nous a vraiment permis d'avoir un questionnaire qui a recueilli un maximum d'informations nécessaires. Des choses qui sont ressorties, c'est la boucle. La boucle, aujourd'hui, c'est l'élément principal du lac. On va jamais le changer, on va pas le toucher. C'est vraiment fondamental. Les raisons principales pour lesquelles les gens viennent à Divonne-les-Bains, c'est pour se promener, pour faire du sport. Mais ils ont vraiment un attachement au site qui est très très fort. Pour vous dire, 80% des Divonnais faisaient partie de ces réponses sur les 942 et 20% venaient du pays Gex ou Sud voisine. C'est vraiment quelque chose qui est pour nous un élément important dans le résultat de ce questionnaire. Et il y a des choses qui en sont ressorties également, sur les manques, sur les besoins, sur ce qu'on devait faire pour ce lac. Plus d'une personne sur 2 se plaignait ou aimerait avoir des accès aux berges, à l'eau, un peu plus au bord de ce lac, plus d'espace vert, une désimperméabilisation des sols, des jeux d'enfants, des activités loisirs. Vraiment autant de choses qu'on permis vraiment de construire ce projet. Et ce questionnaire, malheureusement, il n'a pas touché les jeunes. Comme ce soir, malheureusement, encore une fois, on a du mal à faire venir les jeunes. Je donnerai pas d'âge pour dire jeunes, mais les jeunes, on se comprend là-dedans. Et pour ça, on a dû aller les chercher au travers le CMJ, le Conseil municipal des jeunes, qui a été vraiment faire beaucoup de travail pour aller recueillir vraiment des informations, des données, qui par la suite nous ont été vraiment très importantes dans le bilan et le diagnostic. Après ce diagnostic, il y a eu une phase de travail du groupe Base, qui a travaillé pendant le long mois. On peut vraiment les féliciter pour ce projet, parce qu'ils ont vraiment travaillé pour nous sortir quelque chose que vous verrez très très attractif pour ce lac. On a continué notre phase de concertation au mois de septembre. On est de nouveau reparti à la rencontre des conseils de quartier, des associations et acteurs économiques pour discuter, pour échanger autour de ce plan guide, avoir leur premier retour, leurs premiers avis. On n'avait pas le résultat définitif comme aujourd'hui, mais beaucoup de choses en sont ressorties de nouveau, qui nous ont... C'était des échanges très intéressants, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, parce qu'on sait très bien que sur ce projet-là, vous n'allez pas tous ressortir malheureusement à 100% pleinement convaincus. Chacun revendique un peu ses idées, ses visions, mais je suis sûr qu'on y arrivera. Et dans ce projet, il y a un projet dans le projet qui a été travaillé avec les jeunes justement, et moins jeunes, mais qui était le skatepark pump track. C'est quelque chose qu'on a commencé à travailler en amont. Ça fait partie vraiment des choses qui sont demandées, les sports de glisse pour les jeunes, un lieu de rencontre pour ces jeunes qui demandent, qui ont besoin de ça, et puis jeunes et moins jeunes qui vont utiliser ça. Mais du coup, pour vraiment travailler en concertation avec l'ensemble de la population, on a été donc les rencontrer, on a recueilli des informations sur les skateparks, sur des questionnaires,
On a eu des entretiens avec les fédérations françaises et des échanges avec les communes voisines pour comment travailler ce type de projet. Voilà ce que je voulais vous dire. Le projet, encore une fois, c'est quelque chose qui est en train de se construire, qui se construit avec vous, mais qui est vraiment primordial pour les 60 prochaines années de notre ville. On va parler en 60 ans parce que c'était il y a 60 ans, on voit l'évolution qu'il y a eu. Dans 60 ans, on verra ce que ça sera. Mais j'aimerais que ceux qui passent derrière nous puissent continuer à parler de ce lac et de ces aménagements et ces abords de la même façon. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Je vais laisser maintenant la parole à Monsieur Vignal et puis je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup Kevin, Monsieur le maire. Bonjour à tous. Il y a déjà une bonne introduction, donc je pense que vous êtes plutôt dans le bain. Je vais essayer de vous expliquer là pendant quelques minutes ou une quarantaine de minutes, en tout cas, le travail qu'on a réalisé sur ce projet là, à peu près en 8-9 mois. Donc c'était à la fois c'est long et il y avait beaucoup de choses à regarder. Donc on a plutôt œuvré. Il y a eu beaucoup de réunions, il y a eu les concertations. Donc je trouve par expérience dans un temps aussi condensé, la matière qui a été levée et brassée pour atterrir justement sur un sujet qu'on appelle le plan guide est quand même assez riche et intéressante. On va vous présenter là juste, on va dire, la partie émergée de l'iceberg, parce que bien sûr, vous imaginez, il y a beaucoup d'autres sujets. On a essayé de synthétiser pour que vous puissiez suivre. On prendra des questions après, et du coup, ça sera bien de faire cet échange. Voilà, donc je vais faire un petit monologue pendant un certain temps et puis après on discute sur ces éléments. Donc moi je suis Bertrand Vignal, donc je suis architecte paysagiste d'un bureau d'architecte paysagiste urbaniste qui s'appelle BASE, qui est un bureau qui est à Lyon, voilà, et j'ai travaillé sur ce projet accompagné de Estelle qui est devant aussi, qui est chef de projet sur ce projet, et puis toute une équipe. On est aussi avec des ingénieurs en environnement sur ce projet, des ingénieurs en voirie, réseau divers, VRD, TECTA. Et puis aussi un bureau qui s'appelle AMO qui accompagne on va dire les maîtrises d'ouvrage et nous pour monter justement les dossiers pour que tout ça ne soit pas qu'une fin, mais qu'on puisse monter des dossiers, notamment d'appel d'offres ou de choses comme ça, et voir quelles sont les stratégies les plus adaptées. Alors, on commence un peu cette présentation on en a parlé un petit peu tout à l'heure, par une question, qu'est-ce qu'un plan guide, parce que c'est vrai que il y a une volonté ici de travailler un outil un peu particulier qui est pas qu'on retrouve pas absolument dans tous les projets. Un plan guide, ça s'oppose un tout petit peu au plan masse. Vous voyez quand vous voyez un projet de parc ou quelque chose comme ça, il y a un plan masse. Voilà, c'est quelque chose un peu fixe, c'est comme dans un concours, on dit on fera ça. Un plan guide, c'est pas ça. Un plan, c'est justement un objet et un outil qui permet d'avoir une vision, qui donne un guide, mais qui n'est pas un objet fini, qui est quelque chose dans lequel on rassemble les éléments, ça donne une image à un moment, mais ce qui est intéressant dans le plan guide, c'est que ça évolue et ça peut évoluer et on peut faire des adaptations, mais ça donne une ligne directrice, ça donne un élément auquel on peut se référer, comme l'a très bien dit Monsieur le maire, c'est-à-dire ça inscrit les projets dans la durée, au-delà des mandats, au-delà de tout, pour la population. Et ça a été vraiment la volonté, en tout cas de la commande, et on a travaillé dans ce sens-là. Donc on s'est projeté sur plusieurs années. Et puis, là-dedans, on peut faire des projets à un moment ou à un autre. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est que si on intervient dans 15 ans, on peut rouvrir ce plan guide, trouver les logiques qui ont permis de faire les projets au fur et à mesure et d'être dans une lignée. Et pourquoi on a proposé et on a travaillé sur ces choses-là? Parce que un des diagnostics un petit peu du site, c'est peut-être il y a eu accumulation parfois d'éléments. Et cela, quand on a parlé de sa qualité, et on va revoir un peu tout ça ensemble, mais ce qui peut un peu affaiblir les espaces, des fois, c'est l'accumulation. Et l'accumulation, elle vient du fait que des fois, il n'y a pas une vision claire. Et on ne sait pas dire oui ou non. Et l'idée, c'est de pouvoir trancher à des moments dans telle ou telle logique. Et le plan guide sert justement à ça, parce qu'il vient chercher un peu toutes les thématiques et aussi interroger tous les usages qui sont autour de ce projet. Et d'avoir une vision pour l'avenir. Alors, si on revient un petit peu en arrière, je vous fais pas l'histoire de Divonne, parce que vous la connaissez mieux que moi, bien sûr, sur cette question de l'eau qui est bien sûr essentielle ici, avec
ce rapport à ce lac très particulier. On a eu l'histoire un peu tout à l'heure, qui est une histoire assez utopique. J'aurais bien aimé faire un hippodrome au milieu du lac, mais bien sûr, ce n'est plus des projets qu'on fait aujourd'hui. On a remis quand même cette emprise en 1946 des marais. Donc, vous savez, il y a ces marais parce qu'on a bien sûr toutes les eaux qui arrivent en souterrain et qui ruissellent de la topographie et qui se font bloquer par cette petite topographie qu'on a entre le lac, le grand lac et ici. Et donc, ça crée ce système de marais. Et puis, en 1962, il y a eu le creusement du lac à l'intérieur de ce marais. Donc, on va dire une sorte de crime écologique, hein, je dis franchement, c'est-à-dire on est venu creuser à l'intérieur et on a créé ce lac. Alors, tout ça, c'est une autre époque et ça a créé beaucoup de valeur à ce site avec ce grand élément. Et puis, il y a eu toute une série d'usages, on a vu quelques photos, beaucoup d'attrait sur ce projet. Mais on a mis cette photo parce qu'on trouve qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de codes esthétiques qui sont issus de ce premier projet. Alors on peut trouver ça patrimonial, mais on peut se dire c'est peut-être un peu désuet, c'est peut-être plus adapté non plus à la manière dont on pratique les espaces. Je pense que la question du skatepark, bien sûr, n'était pas un sujet en 1960, car le skate n'avait pas été inventé. Je vous rappelle qu'il a été inventé lors de la grande sécheresse de 75, je crois, à Los Angeles, où ils ont commencé à skater les piscines. C'est comme ça que le skate a été inventé. Et depuis, il s'est développé sur l'ensemble. Alors, ça fait 60 ans. On est parti d'un terrain, d'une situation aride. Vous imaginez creuser cet ensemble dans un gravier, ça veut dire que on part de zéro, il y a eu quelques plantations qui ont été faites autour, mais on est parti d'un terrain quasiment stérile avec de l'eau. Et aujourd'hui, on a ça, c'est-à-dire 60 ans après, des nouveaux habitats, des valeurs écologiques qui se sont installées, beaucoup d'éléments qui sont en place, beaucoup d'usages, beaucoup d'attraits. On a vu que la concertation nous a énormément renseigné sur cette question-là. Et c'est bien dans cette dynamique que nous, on s'installe en se disant c'est un lieu de valeur, c'est pas un lieu qui est décrié ou qui est déserté. Il est très attractif, mais comment on peut le rendre encore plus attractif? Et surtout, comment on peut se projeter dans l'avenir pour voir comment il va réagir aussi à des modifications. Parce que on est obligé, et vous le savez quand même, de se dire on est dans un système de réchauffement climatique et que le climat, ce qui nous sépare entre la construction de ce lac, la création de ce lac, et maintenant c'est 60 ans. Si on se projette 60 ans devant, c'est-à-dire c'est beaucoup et à la fois c'est pas grand-chose, c'est 2080. Qu'est-ce qui se passe en 2080 ici? On a le climat qui est entre Madrid et Séville. C'est inimaginable. Alors il y a la fraîcheur un peu du lac derrière qui va temporiser un petit peu, mais c'est ça. C'est-à-dire on a un climat du sud-Espagne à peu près, vers 2100 à Divonne. Donc c'est inimaginable. Et pour ça, il faut commencer à installer des réflexions sur ces choses-là. Et notamment, on peut se dire que les espaces en eau, comme des lacs, vont devenir encore plus attractifs. Mais énormément. On va chercher des lieux de fraîcheur. Et les lieux de fraîcheur, il faut les anticiper. Et s'il y a beaucoup de pression, notamment de public, eh ben, si ça n'a pas été prévu avant, eh ben, ça aura du mal à résister. Donc c'est pour ça qu'on regarde un petit peu les choses aussi en long terme pour revenir sur des solutions plus court-termistes. Alors, il va y avoir beaucoup de choses et un des éléments qui pourrait être un peu embêtant, ça serait la dégradation de la qualité de l'eau. Ça peut arriver, il y a des exemples, déjà on voit que des fois il peut y avoir une bactérie qui se développe un peu difficilement. Il y a eu cet exemple au lac des Sapins qui est très prisé des Lyonnais, je ne sais pas si vous le connaissez, dans le bord, un peu bord Jura. Et du coup, ici on a de la chance parce qu'on a une eau de très très bonne qualité aujourd'hui et il faut la préserver. Et pour la préserver, il faut arriver à travailler un équilibre notamment du milieu aquatique. Et on a un super indicateur de la très bonne qualité de l'eau aujourd'hui. Ce sont, même si ça peut poser des sujets et des questions, c'est les myriophiles. Les myriophiles, ce sont des plantes qui sont hyper sensibles à la pollution. Donc ça veut dire, tant qu'elles sont là, c'est qu'il y a une très très bonne qualité d'eau. Et l'idée, c'est de renforcer aussi les équilibres autonomes de ce plan d'eau et de ce lac, comme l'a dit Monsieur le maire tout à l'heure, c'est-à-dire de regarder comment on peut installer des nouvelles dynamiques. Alors, nous, notre travail, ça a été de regarder comment on pouvait
peut-être installer ces nouvelles valeurs, comment on pouvait adapter les choses, comment on pouvait se projeter à horizon 2 ans, 5 ans, 10 ans et 50 ans, on va dire. Et c'est tous ces éléments qui sont dans le plan guide. Alors aujourd'hui, vous avez ce paysage que vous connaissez très bien, avec cette ouverture incroyable sur les massifs et, on va dire, les deux rives qui s'opposent entre massif du Jura et ouverture sur les Alpes, avec ce port un peu de la Lune là, qui a été dessiné comme un petit port de maquette, un peu, qui est vraiment intéressant dans sa typologie. Et de l'autre côté, donc un milieu très ouvert, hein, avec des horizons, des plans, une composition de paysage très forte. Et de l'autre côté, on a ce milieu naturel des marais qui jouxte vraiment le projet, mais sans vraiment dialoguer avec on va dire le site du lac. Il est un peu derrière, il est super, mais on le ressent pas toujours. Et ça a été une des interrogations qu'on a portées dans le diagnostic. Ensuite, on a pas mal d'éléments sportifs, et notamment, on a parlé de cette question du skatepark, parce que les skateparks sont des lieux très intéressants de mixité pour tous les âges, presque tous les âges. En tout cas, le skatepark ici est une vraie demande, c'est monté dans la concertation. Il est peut-être un peu vieillissant. On a aussi ce sujet de cette ancienne route qui a été déclassée. Donc c'est vrai que quand on est arrivé un peu la première fois sur ce site, moi j'ai cru qu'on pouvait faire le tour du lac en voiture. On a forcé un peu les barrières, on a fait le tour du lac en voiture. Non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, on a une codification liée à la voiture qui n'est plus acceptable aujourd'hui dans la présentation d'un milieu avec cette valeur écologique, cette valeur de loisir. Donc il faut se poser la question de cet endroit. On a 6 hectares d'enrobés, c'est 12 terrains de foot. Il y a 12 terrains de foot d'enrobés, c'est une marée noire. Hein. Donc comment on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait? Et pourtant, ça a de la valeur, parce que ça permet de faire une boucle et un ensemble, on va y revenir. Ensuite, on a des éléments qui fonctionnent assez bien, qui sont attractifs, mais qui sont peut-être un peu vieillissants, la base nautique. Donc comment on se pose la question de son renouvellement? Est-ce qu'on la laisse au même endroit? Est-ce qu'on projette de la mettre ailleurs? Comment on peut être plus attractif sur ce sujet-là? On verra peut-être quelques réponses. Et puis, on a aussi cette codification. Alors, nous, ça nous a marqué dès qu'on est arrivé. Peut-être vous, un petit peu moins, vous êtes habitués, mais cette pente-là que vous voyez, ça, c'est une pente d'ingénieur en génie civil qui calcule le fait pour pas que ça s'écroule quand on creuse le gravier pour que ça soit stable. Cette pente, elle a rien de naturel. C'est une codification d'ingénierie. Et du coup, ça, c'est un peu gênant parce que elle est plantée. Il y a des arbres qui ont poussé dessus, donc c'est normal, il y a une reconquête, mais elle met une distance par rapport à l'eau. C'est-à-dire que jamais, quasiment, on peut descendre au bord de l'eau. À part dans le port où on est sur la plage, on peut difficilement descendre au bord de l'eau. C'est bête. On a un lac incroyable. Donc ça, c'est une des choses auxquelles il faut remédier assez facilement. Ensuite, on a cette magnifique photo, qui n'est pas une erreur de PowerPoint, qui est volontaire, qui illustre la question des plans et des points de vue. Et c'est un endroit où on a pas mal de clôtures, et très diversifiées. Et les clôtures, en soi, c'est pas un problème, les clôtures ou les barrières. Ce qui est un problème, c'est où est-ce qu'elles sont, et quel langage elles ont, et qu'est-ce qu'elles indiquent. Et quand elles cassent le premier plan visuel comme ça, quand elles mettent une barrière, c'est que c'est pas bon. On peut aussi reculer les éléments, et ça, on a fait un travail de diagnostic aussi sur ces éléments. Et puis, on a bien sûr, je vous montre plutôt des lieux avec certaines qualités, mais aussi certains éléments qui nous ont fait un peu tilt, et notamment cette question de l'arrêt et de la contemplation, qui est une des valeurs essentielles du paysage. C'est une valeur qui porte aussi la question du ralentissement. Je vous fais pas un dessin, qu'on est dans une société un peu speed, hein, qui va de plus en plus vite. Le ralentissement, c'est le luxe. Le ralentissement, la contemplation, comprendre les choses, c'est une valeur du paysage. Et donc pour ça, il faut installer des dispositifs pour permettre ça. Et les bancs sont un dispositif génial. Mais les bancs, il y en a plein de formes possibles. Et puis on a calculé que sur l'ensemble des 60 hectares d'études, on avait à peu près 25 bancs. Donc voilà, on n'arrive même pas à mettre toute la salle sur ces 25 bancs. Donc il y a un beau travail à faire sur juste la question de l'assise, des mobiliers, de la contemplation et de l'arrêt. Et c'est quelque chose qui peut être engagé assez rapidement. Et puis, on a aussi
toute une accumulation de code, codification. On a pu mettre 20 pages dessus, mais on n'en a mis qu'une. C'est bien. Autour de toutes les signalités qui viennent aussi perturber la lecture et casser la lecture sur les Alpes, sur le Jura, c'est-à-dire l'enchaînement des plans qui crée le paysage et qui crée justement cette sensation d'ouverture et d'être un peu dans un lieu unique. Alors, je reviens sur la question de la boucle. C'est une situation très atypique parce que cette boucle qui était une route, elle a une valeur forte parce que dans la vie, globalement, on fait des boucles. On cherche à faire des boucles. Quand vous prenez un chemin de randonnée et qui ne fait pas une boucle, il y a souvent une petite déception. Parce qu'il faut faire un aller-retour. La boucle, c'est vraiment quelque chose qui est très lié à l'exploration du paysage. Et là, on en a une qui est super. Et qui est potentiellement assez diversifiée. Elle fait 3 km 3. C'est énorme. On n'a pas mis les calories qu'on dépensait, mais il y a 40 minutes à pied, c'est 4300 pas. Il faut en faire 12 000 par jour à peu près. Donc, voilà, 3 tours. 3 tours et on est en très bonne santé et on vit 10 ans de plus. Mais c'est vraiment intéressant parce que on voit que ça fonctionne déjà aujourd'hui, alors qu'on est sur de l'enrobé et sur une route. Donc ça dit beaucoup de choses. Ça dit que tout le monde a envie de faire ça et avec différents modes, que ce soit à pied, en jogging, un petit peu difficile sur le sol, et aussi, bien sûr, en vélo et autres. Ensuite, on a, donc on s'est dit ça, c'est un élément majeur. Ensuite, on a la question des entrées sur ce site. Il y en a 3, Porte du Marais, rue du Port, Porte Suisse, vous connaissez, et la manière dont on présente les sites. Ça, c'est vraiment très important. L'entrée de Divonne depuis l'avenue de Genève est quand même très bien travaillée. L'avenue de Genève, c'est une très belle avenue, avec sa mise en scène. Par contre, c'est vrai qu'on présente le site par un parking. Bon, peut-être on peut essayer de travailler ce premier plan, toujours dans cette question des premiers plans, pour faire un petit peu mieux et se dire, il y a des points de vue, des mises en scène, des compositions de paysages qui pourraient être intéressantes. Pareil sur la question de la Porte du Marais. Là, on voit, c'est intéressant de prendre de la hauteur parce qu'on voit un peu tous les restes finalement c'est pas une autoroute, mais presque un échangeur qui permettait de passer d'un côté à l'autre. Et on se dit, voilà, il y a beaucoup trop de routes, beaucoup de haute voirie, beaucoup trop d'éléments là-dedans. Il faut simplifier ces choses-là parce que là, on a une mise en scène qui est assez intéressante. On a un système en triangle qui est assez proche d'une composition classique de paysage quand on met en scène des plans d'eau. Je fais référence souvent au parc de la Tête d'Or. L'entrée du parc de la Tête d'Or à Lyon, elle est faite comme ça. Vous avez une grande prairie devant et vous avez le plan d'eau qui est mis en valeur avec 3 directions de part et d'autre. On a la même composition ici. C'est pas voulu spécialement, mais on sait qu'on peut aller chercher des choses comme ça. Ensuite, on a regardé beaucoup aussi les accès, et notamment les accès depuis les parties les plus habitées. Et il y a beaucoup de situations pour arriver. Et ça, c'est la richesse des sites. Quand on a beaucoup de situations et de parcours, suivant ses humeurs, la qualité, l'ensoleillement et là où on habite, ça veut dire qu'on est dans un endroit assez riche en termes de parcours, avec des endroits qui sont assez facilement repérables et peut-être qui pourraient être mis on va dire, en relation plus évidente avec le centre-ville. Et ça passe par des projets justement de long-termistes avec des indications, des typologies de matériaux, comment on passe sur les trottoirs, comment on comprend quand on est dans le centre un peu urbain qu'il y a un lac, que c'est ce chemin pour y aller, et puis celui-là, et que celui-là il est planté comme ça, et ainsi de suite. Donc tout ça fait partie en fait de la réflexion en général, et se permet de connecter les choses et de se dire peut-être je ne prends pas ma voiture pour y aller, mais il y a une valeur à y aller à pied, il y a une valeur à y aller en vélo, et c'est déjà ça qui change un petit peu. De l'autre côté, sur l'autre flanc, on a toute cette grande présence du secteur hippique. Alors c'est une surface énorme sur cet ensemble, c'est une valeur aussi énorme. C'est génial d'avoir un hippodrome, un centre équestre et tout, ça anime beaucoup les choses. Alors l'hippodrome et le golf, ils sont particuliers parce qu'ils sont la plupart du temps un petit peu vides et ils occupent beaucoup d'espace, mais quand il y a des événements, c'est plutôt intéressant. Et on s'est dit, peut-être qu'il y a quelque chose à engager sur le très long terme pour peut-être commencer à rendre un peu plus poreux cet élément et connecter les choses avec les marais qui sont derrière. Parce que quand on est sur le bord du lac et qu'il y a les équipements hippiques à côté, c'est assez dur de comprendre que derrière, il y a une rivière et qu'on pourrait y aller et qu'elle pourrait faire partie de quelque chose de peut-être plus poreux. Donc on a commencé à réfléchir sur ces éléments. Ça nous semble intéressant d'essayer de voir comment on pourrait connecter peut-être une partie du parc, enfin en tout cas du lapsus, du site, du lac,
avec des éléments de dynamique naturelle. C'est-à-dire comment on le reconnecte au marais. Le marais, il a une certaine fragilité. Donc il faut limiter les entrées, bien sûr. Mais pour l'instant, on a une entrée. Et la dynamique naturelle du marais, il faut venir l'amener jusqu'au lac. Parce que les deux doivent vivre ensemble. Et c'est de là qu'on peut générer un paysage assez intéressant sur toute une partie. Et donc, on a installé toute une série de dispositifs, de réseaux possibles, de parcours qui viendraient en complément du système de boucle, qui est cette boucle des 3 km 3 qu'on a au bord de l'eau, compléter d'autres systèmes de boucles exploratoires un petit peu différents, thématiques, plus naturelles, plus sportives, qui viennent chercher des franges et qui pourraient aussi aller encore plus loin, on va dire, dans l'espace urbain. Tout ça dans l'idée peut-être de ne pas venir en voiture, tout le monde, notamment sur ce lac, et de considérer que peut-être le grand parc, alors il y a déjà un parc ici, les termes, mais le grand parc finalement de Divonne, c'est ce lac avec son air et son environnement autour. Ce n'est pas que le lac, c'est l'ensemble qui est autour. Et ça, on y a vu beaucoup de codes de parc avec tous les outils et tous les dispositifs qu'on trouve dans les parcs. Et donc finalement, notre idée, c'est d'essayer de travailler les choses. Un parc, c'est pas quelque chose qui est forcément ultra entretenu. Un parc, c'est quelque chose qui mène à la fois des choses tenues et des choses beaucoup plus naturelles, des choses très extensives, des choses intensives, des usages, des non-usages, et ainsi de suite. Mais surtout, l'idée, c'est de provoquer des échanges et de travailler un écosystème dans lequel nous vivons, mais un écosystème plus naturel, et de le reconnecter notamment avec les marais. Alors on peut imaginer qu'il y a un peu deux grandes séquences. Il y a la séquence qui serait plutôt la séquence nature que vous avez en sombre, qui est connectée au marais. Donc là, on sait qu'en recomposition à long terme, même si on a un hippodrome, même si on a un centre équestre, même si on a des paddocks, on peut travailler des recompositions végétales de systèmes naturels pour amener une diversité et pour venir reconquérir un petit peu peut-être les bords du lac et puis tout cet enrobé. Et puis une autre partie qui est plus la séquence urbaine, plus ouverte, qui est plus connectée à la ville, où là on retrouve plus d'usages intenses, plus d'éléments. Donc voilà, ça c'est les deux grandes valeurs. Et donc tous ces imaginaires nous ont amenés à développer 4 un peu piliers qui sont cette mise en réseau large de connexion aux voies vertes et ainsi de suite pour en faire un vrai lieu de destination et un lieu d'exploration, mais plus large que sortir juste de la boucle, que travailler juste la boucle du bord du lac. Installer une structure de parc XL, c'est-à-dire considérer l'ensemble comme un grand parc et de le voir comme un grand parc, de se poser la question comment je vis en frange de parc. Et ça ouvre bien sûr la question simple de la plantation. Et on voit que pour faire face à plus 4 degrés à la fin du siècle, avec des pics de chaleur et des épisodes de 50 degrés pendant 20 jours, il va falloir planter massivement, mais très massivement. Il y a une étude qui est sortie il y a un mois dans la revue scientifique américaine Nature qui dit que 70% des arbres urbains qui sont aujourd'hui en place ne survivront pas à l'évolution du climat. Donc c'est-à-dire qu'il faut très vite installer le remplacement pour qu'il soit adapté. Donc ça veut dire qu'on n'est pas armé face à ça. Donc il faut le faire dès aujourd'hui, il faut planter massivement. Ensuite, augmenter la valeur écologique et le rapport à l'eau. Que ce soit un rapport au milieu naturel, mais aussi un rapport au milieu avec notre rapport à l'eau. C'est-à-dire comment on descend au bord de l'eau, comment on profite de ces éléments. Et ensuite rendre le parc et du coup le lac encore plus attractif, ce qui nous semble vraiment être essentiel. Il y a déjà beaucoup de choses, mais on peut réorganiser et prévoir les nouvelles attractivités du futur. Et ça, c'est vraiment intéressant à regarder. Alors, ça a donné ce grand plan qui est une image du plan guide, qui est, à un moment, on est obligé de fixer une image. Vous voyez, c'est normal, mais là-dedans, il y a beaucoup de choses et on va le parcourir ensemble pour regarder chaque élément. Donc, vous voyez un peu l'emprise de réflexion qui est plus large, mais sur lequel on est quand même intervenu et avec un travail qui est assez intéressant sur pas mal de parties. L'idée, c'est si on met un peu des datas et des chiffres là-dessus, c'est d'avoir, pour l'instant, on a un objectif à peu près de 2000 arbres plantés en plus, ce qui nous semble être la jauge minimum pour commencer à installer une vraie structure. 3 hectares d'enrobés en moins, c'est énorme, 3 hectares, 6 terrains de foot en moins.
des nouvelles activités, des nouveaux parcours et des nouveaux programmes. Alors cette boucle, on va la parcourir un peu ensemble. Elle permet, d'avoir un travail sur la glisse, qu'on appelle la glisse au sens large, ça peut être vélo, roller, autre. Donc il y a un travail sur la matière de cette boucle pour la rendre encore plus lisse à des endroits et attractive sur ce sujet. C'est un vrai équipement qui a une résonance beaucoup plus large qu'autour de Divonne. On vient là pour faire peut-être en roller ce tour-là. Et ce qui nous semble intéressant, c'est de réfléchir justement à la question des vitesses. Parce que quand on court, quand on est à pied, ou quand on est en vélo, ou en roller speed, on n'est pas du tout à la même vitesse, et là, il peut y avoir du frottement. Et ça, c'est pas toujours évident dans des endroits comme ça. Donc l'idée, c'est de séparer un petit peu les flux, et peut-être de laisser les anneaux de vitesse un petit peu à l'extérieur, pour les ralentissements, ceux qui vont à pied et dessous, plutôt vers l'intérieur, on va dire de manière concentrique, côté lac, pour descendre, ainsi de suite. Et donc commencer à travailler une hiérarchisation, on va dire, des flux. Et donc de renforcer cette promenade haute avec les piétons, les flux rapides, comme je vous l'ai dit, et d'installer aussi une promenade basse. Alors pas partout, parce que vous imaginez le linéaire, donc ça ne serait pas complètement réaliste, mais pourquoi pas à très long terme. Mais en tout cas, de profiter d'endroits assez intéressants, comme ici l'entrée, ah oui, vous voyez en haut, pardon, il n'y a pas de souris, l'entrée notamment des marais en haut, où on pourrait avoir des plattelages au bord de l'eau, on peut avoir toute une série de petits plattelages, et puis à gauche, autour du port, on propose devant la plage, au niveau de la plage, autour du port, de faire une nouvelle promenade basse qui permettrait justement d'éviter de faire cet angle droit que vous voyez au-dessus de la piscine. Aujourd'hui, on fait un grand angle droit qui est très routier, et donc de profiter du parcours bas au bord de l'eau et de redynamiser peut-être à moyen terme cet endroit de port qui nous semble être un endroit très intéressant pour aussi se poser. On peut imaginer des transats, des plattelages, des choses comme ça, et augmenter la surface de la plage au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des besoins. On pourrait tout à fait imaginer que cet endroit se transforme en plage en 2040, et ça ne serait pas un problème. Ensuite, installer des nouvelles plantations tout au long de la boucle, justement peut-être comme un guide qui séparerait les flux entre les rapides et les plus lents. Installer toute une série de mobiliers et de mobilieux. Mobilieux, c'est un petit jeu de mots qui dit lieu mobilier. Ça veut dire une échelle de mobilier beaucoup plus large, beaucoup plus grande que juste un simple banc sur lequel on peut venir en famille, on peut fêter un anniversaire, on peut s'installer à la journée, on peut pique-niquer, mais qui est justement polyvalent. Et puis, ramener aussi la question du ludique et de l'enfance et de l'autonomie aussi autour de ce lac. On a des telles distances que pour motiver des enfants pour faire 3 km au début, c'est pas évident. Donc si on a des relais bien placés et qu'on a des aires de jeu, mais aussi des mobiliers ludiques, c'est-à-dire qu'on les détourne facilement, et ce n'est pas une aire de jeu avec une norme, c'est un mobilier détourné, on peut monter dessus, sauter, passer dans un massif avec des rondins, et ben on se dit que là, il y a quelque chose qui est gagné et qui va rendre les choses assez attractives dans l'idée de non spécifier les choses. Souvent, on a tendance à mettre les gens un peu dans des cases, c'est normal, des catégories. L'idée, c'est de faire des choses ensemble. Avec les parents, je fais du sport, mon enfant fait du sport avec moi, il a 2 ans, mais il trouve sa situation aussi à cet endroit-là, et j'ai pas besoin de faire du sport, et puis après l'amener à l'aire de jeu, il faut faire les choses ensemble. C'est un peu l'idée qu'on voudrait avoir sur ce projet. Et puis justement, développer des éléments sportifs de différents niveaux, différentes typologies, soit assez programmés à des endroits, avec des terrains de sport, le skatepark, ou à des endroits beaucoup plus simples pour s'étirer, et ainsi de suite, ce qu'il y a déjà un petit peu sur le site. Alors, si on résume un peu les programmes qui animent cette grande boucle ludique et notamment sportive, on aura le skatepark, qui va être un nouveau site attractif qu'on a plutôt positionné à la partie que vous voyez ici. On a potentiellement l'arrivée d'une nouvelle base nautique qui sortirait du bassin, justement, qui n'est pas l'endroit idéal, mais pour tous les sports nautiques, notamment ceux de la voile qui auraient du mal à sortir à cet endroit, qui peuvent plus facilement prendre le vent. Et on sait que l'emplacement actuel n'est pas du tout idéal pour faire des stockages de bateaux aux bons endroits avec les dimensions. On est très encaissé, très en bas, et ça se polie un petit peu aussi cet endroit pour le marcheur, pour tous les autres. Donc on propose l'installation d'un nouveau lieu, un peu plus haut là-bas, beaucoup plus autonome, on va dire, mais qui peut être aussi couplé à d'autres programmations, à une terrasse publique ou des choses comme ça.
et d'utiliser justement ce bassin circulaire peut-être pour des loisirs nautiques, mais on va dire non officiels. Quand on a un paddle gonflable, quand on a je sais pas quoi, on pourrait partir de cet endroit-là. Donc on aurait toujours un petit peu les deux fonctions, mais entre les fonctions club et les fonctions, vous voyez, plus simples. Ensuite, on a toute une série de terrains de sport qui peuvent arriver. Donc là, la concertation a levé ces sujets-là, et puis la programmation, elle reste encore complètement à définir. Est-ce qu'on a 12 terrains de volley, 4 et tout? Tout ça est très ouvert encore. Des aires de jeu qu'on retrouve à pas mal d'endroits. Une plage retravaillée avec une promenade basse et avec un format qui peut être beaucoup plus large, beaucoup plus grand. Et un centre nautique autour, en tout cas un projet autour du centre, notamment de la piscine, où va se poser la question peut-être de son agrandissement plus tard par son attractivité et comment on pourrait le faire et à quel endroit il faudrait le faire. Et on pense qu'il faut conserver, bien sûr, l'augmentation peut-être du volume, notamment de cette piscine, au même endroit, en retravaillant ces franges. Vous avez là une œuvre architecturale quand même de piscine qui est assez unique et qui est vraiment magnifique. Alors tous ces loisirs et tous ces éléments viennent ponctuer cette boucle et créer toute une série de situations intéressantes et en tout cas assez attractives. Alors maintenant, si on zoome un petit peu lieu par lieu, on va commencer par la prairie du Mont-Blanc, ensuite la séquence sportive, séquence productive. On tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et on commence par la prairie du Mont-Blanc. Vous voyez ce qu'on appelait, nous, la prairie du Mont-Blanc. Maintenant, c'est validé pour nous, cet élément. C'est tout ce qu'on a à côté. Je suis inversé. C'est là, voilà, ici. C'est cette grande prairie, toute simple, mais en fait qui a une valeur énorme parce qu'elle a déjà une codification de parc. Elle est très bien plantée sur ses bords. Elle est simple. Elle ouvre, dès qu'on fait tomber les clôtures, sur le lac, sur les Alpes, c'est un très bel endroit, qui a beaucoup de valeur. Alors, il y a un petit problème entre les deux, c'est qu'on a une nappe d'enrobé énorme avec beaucoup de places de parking à cet endroit-là. Et pour installer cette condition de parc où on ramène dans le récit du projet cette prairie, comme un élément arrière pour se poser, parce que tout le monde n'a pas envie d'aller à la plage. Et puis, il y a différentes saisons, et puis il y a différents événements, et ainsi de suite. Mais on se dit, on peut aller à la prairie parce que c'est attractif, parce qu'il y a de l'ombrage, parce qu'on replante, parce qu'il y a des tables, parce qu'il y a des bancs, parce qu'à côté, il y a le skatepark, il y a une aire de jeu, donc je peux y aller avec différents âges et tout. Donc cette prairie, on la booste, on va dire. Eh ben, il faut réduire sans doute la séparation qu'on a avec le lac. Et donc, on s'est posé la question des stationnements à cet endroit-là. Clairement, c'est surdimensionné. On a énormément de stationnements. On a 10 000 mètres carrés d'enrobé à cet endroit-là. C'est énorme. 2 terrains de foot quasiment. Et donc, on a essayé de recompacter un petit peu les stationnements. Il faut du stationnement, bien sûr. L'idée, c'est de pas couper l'accès au stationnement, parce que si on veut rendre ce lieu attractif, il faut du stationnement. Mais l'idée, c'est de le réorganiser, parce que pour l'instant, les choses sont étendues. Et donc, de supprimer, sans doute, le stationnement actuel qu'on a entre la prairie et le lac, pour le reporter plutôt sur les côtés, en complément du stationnement qu'on a ici de l'esplanade. On fait une augmentation, on met une 50aine de places, nouvellement plantées, un vrai parking paysager. Il est déjà plutôt pas mal fait et on peut le continuer. À la place du skatepark actuel, on peut recycler l'espace aussi pour mettre des places de stationnement. On peut reconfigurer les places qui sont autour et ensuite venir compenser, on va dire, une certaine perte. Et quand on a des événements, eh ben, on peut se garer, comme on le fait dans pas mal de petites villes, sur le champ aussi, avec des rues balises. Et ça permet quelque chose, c'est que ça permet de réduire un petit peu les choses et pas arriver par un gros stationnement, une grande nappe, mais d'arriver par un vrai espace de parc où les voitures sont au second ou au troisième plan. Donc ça a donné ce dessin qui est une figure. Vous voyez, c'est pas du tout un dessin technique, c'est une figure de projection dans lequel on voit l'extension du parking sur la partie, j'ai pas de pointeur, mais un petit peu en haut. Vous voyez la légende. Et puis on voit que a disparu entre la plage et cette grande prairie, cette grande nappe d'enrobé. On vient la reconquérir, on vient installer des mobiliers, on vient installer une promenade basse vers la plage, une promenade en encorbellement, en belvédère en haut. On vient installer le skatepark que vous voyez sur la droite. On peut mettre une petite programmation de foot et ainsi de suite. Et là, on a un vrai lieu attractif qui permet aussi de venir là sans avoir à faire toute la boucle parce que on n'est pas obligé aussi tous de se taper 3 km pour trouver un élément attractif et vivre cet endroit comme un parc. Donc,
voici quelques petites images de référence simples, de la contemplation, de la vue, des plattelages pour descendre au bord de l'eau, des transats, des éléments sportifs, un skatepark d'une dimension intermédiaire, et le travail est encore dessus, parce qu'il faut calibrer le bon niveau, est-ce qu'on est pour être le plus attractif possible et répondre aussi à tous les âges, pour pas qu'il y ait trop d'exclusion, et répondre aussi, on va dire, à tous les typologies, tous les genres, pour pas que les petites filles se fassent exclure des skateparks, parce que les skateparks des fois sont un peu masculins, et donc il faut trouver comment on fait des lieux d'apprentissage devant les skateparks pour tous les petits qui auront peur de rentrer dans les skateparks et casser la timidité de l'apprentissage. On a tous vécu ces choses-là, et ça, il faut le faire aussi pour tous les sujets du sport. Quand on rentre dans un terrain de sport, un terrain de foot où il y a que des mecs, bon, ça explique pourquoi toute une série des filles qui ont entre 9 ans et 13 ans disparaissent de l'espace public. Et donc ça, il y a des techniques un peu pour casser cette question du genre. Et là, c'est l'occasion d'expérimenter aussi des éléments comme ça. Et puis, on a mis ces images de référence. On pourrait avoir des choses assez simples, de gestion intermédiaire des prairies, de mobilier. C'est déjà ça aujourd'hui, mais on peut épaissir un peu les trucs. Et alors, l'idée, c'est de voir comment on peut considérer la dimension un peu environnementale. Sortir 10 hectares d'enrobés, c'est pas rien. C'est énorme. Hein, c'est le symbole du carbone, et on sait la question. Et donc on s'est dit, peut-être il faut pas tout sortir. On va en sortir une partie, on va le découper parce que ça coûte quand même très très cher. Et après il faut faire le projet dessus. Et on pourrait aller explorer des techniques qui sont intermédiaires où on découpe l'enrobé, on vient travailler les sols, planter à l'intérieur, mais on garde aussi l'enrobé qui est en place. On le retravaille en surface, mais en tout cas on ne casse pas tout pour refaire, notamment sur ces parties. On vous a fait quelques photomontages. Alors ça c'est un exemple d'un projet qui a été fait à la place d'un parking. On voit tout à fait la projection du parking aujourd'hui, comment il pourrait être recomposé à la plantation, et puis ce que ça pourrait devenir assez vite plus tard. Ça, c'est des typologies d'économie de projet qui sont intéressantes, parce qu'on garde des choses en place, on les rénove un peu, et on vient planter à l'intérieur. Ensuite, on a travaillé l'autre partie sur la séquence qu'on a appelée plus sportive, c'est-à-dire qui concerne aussi la grande prairie du Mont Blanc. Là, cette grande terrasse qui est devant l'esplanade est vraiment intéressante. Elle est très large aujourd'hui, et on sait que on peut programmer à cet endroit des choses qui amènent de la vie, du contact, et justement peut-être des terrains de sport seraient assez intéressants à installer ici, plutôt que les installer au milieu de la prairie, où on aurait des conflits d'usage et de rythme, vous voyez, par rapport notamment à la contemplation. Donc ça nous semble intéressant, et notamment parce qu'il y a la plage en dessous, peut-être le bassin de la demi-lune que vous voyez ici pourrait être rénové avec des plattelages bois, des transats, plus tard, quand la base nautique sera reconstruite ailleurs, par exemple. Ça peut être un endroit assez agréable pour venir se baigner, assez intéressant, beaucoup plus simple, beaucoup plus attractif qu'aujourd'hui, finalement. Et en haut, sur la grande terrasse, comment on organise le lien, la cohésion avec la piscine qui est derrière. Parce que pour l'instant, les choses se tournent le dos. La piscine est super, le lac est super, mais là, entre les deux, il y a une haie qui bloque un peu tout. Et donc, l'idée, c'est de regarder comment on pourrait inventer les nouvelles cohésions et solidarités entre ces deux espaces. Et là encore, il y a toute une série de typologies, je passe très vite, ça peut aller des pétanques au volley, à d'autres éléments, mais ce qui vous intéressait là, c'est de se dire aussi on peut avoir des espaces de préfiguration. Et ça, c'est des choses, je ne sais pas si ça vous parle, mais on peut préfigurer les choses assez simplement. On peut, dans quelques mois, découper l'enrobé, l'enlever, brasser la terre, planter des arbres. Ça, c'est simple, et ça se fait vite, et le basculement d'image est important. On peut installer des poteaux de basket qui sont des poteaux de basket artistiques, comme ça, où on joue couplé, un peu complexe. Ça, c'est simple à faire. On peut dessiner des lignes au sol. On peut dessiner des terrains qui ne coûtent pas beaucoup d'argent parce le socle est déjà là. Ce qui coûte cher, c'est faire des sols en dur. On peut installer des structures intermédiaires en bois, voilà. Et tout ce travail de préfiguration, il est intéressant parce que il permet d'interroger tous les citoyens sur est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce qu'on pérennise les espaces? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé tous? Est-ce qu'il faut bien les faire là? Et ça, c'est du test. Et c'est la dimension participative qui est vraiment intéressante, avec un investissement moindre. Et ça, c'est quelque chose qu'on voudrait tester au fur et à mesure, en tout cas du projet. Vous avez quelques images de référence de choses comme ça, et qui font un basculement d'image assez rapide.
Ensuite, on avance un petit peu sur la séquence productive. Je vois qu'il me reste 7 minutes, mais je vais y arriver. C'est bien. Sur la séquence qu'on a appelée la séquence productive. Alors, vous voyez, quand on arrive vers l'avenue, là, on a un grand espace ouvert, assez intéressant, une grande fertilité. Alors, on s'est dit à cet endroit-là, peut-être qu'il faut rien faire tout de suite, mais en tout cas, il faut préserver les valeurs nourricières de la terre. Vous savez, la complexité, dès qu'on vient taper la terre, la décaisser, c'est perdu. Donc, préserver des endroits où on peut amener une production locale, ça a de l'intérêt. Est-ce que ici, il faut faire pour plus tard les nouveaux potagers des cantines de la ville? Pourquoi pas? J'en sais rien. Ou est-ce que on fait venir un jeune agriculteur qui s'installe? Je ne sais pas. En tout cas, on préserve ça. Et tout ça peut faire partie du parc. Parce que des endroits qui sont travaillés, on va dire, de manière productive, créent des situations très très belles. Alors on est un peu humide pour mettre des vergers, mais il y en a certains qui pourraient fonctionner. On pourrait avoir des vergers conservatoires ou des choses comme ça. Toute une série de programmations qui sont assez intéressantes et qui ramènent une qualité productive à cet endroit-là. Ensuite, on arrive sur la porte suisse avec cet endroit qui est présenté effectivement comme un parking, alors qui est très pratique quand on arrive. L'idée, c'est de ne pas supprimer le parking à cet endroit-là, mais c'est de le recomposer, de le pousser un petit peu, et peut-être, et sans doute, le planter, et aussi ne pas le mettre en enrobé, mais le mettre dans un matériau qui pourrait être, à des endroits, un matériau dur, à des endroits, ce qu'on appelle des gazons renforcés. On se gare sur un gazon, et quand il n'y a pas de voiture, parce qu'il n'est pas plein sans arrêt, c'est le principe des parkings, ils sont pleins 20%, 10% du temps. Le reste du temps, ils ne sont pas pleins, donc on peut tout à fait les faire avec une structure végétale qui pousse, et quand il y a plus de monde, on se gare dessus. Il suffit de prévoir la structure du sol pour ça. On arrive à en faire. On a fait le parking du stade de Valenciennes comme ça, entièrement en herbe, et il fonctionne très bien. Quand vous voyez l'arrivée, on a proposé de shunter un petit peu le passage et l'entrée vers l'hippodrome et le golf, en passant le long, on va dire, du parking en bas, pour libérer la vue et l'accès piéton vers le lac, et pas considérer que l'arrivée du lac se fait par une route. Et ça, c'est un acte majeur de mise en condition et de valeur et de valorisation du lac depuis aussi l'avenue de Genève. Alors ça ne change pas grand-chose, c'est juste qu'on re-oblique un petit peu la voie, mais en paysage, ça dit beaucoup de choses, et ça évite les croisements de flux. Quand vous sortez de votre voiture, si vous recroisez des flux qui vont au golf un peu parce qu'ils sont en retard avec leurs potes, c'est pas très bon. Donc là, les flux passent en dessous, on se gare et on va tranquillement au lac sans croiser ceux qui vont dans d'autres fonctions. Ensuite, on a des endroits. Alors, ce qui n'a pas été évident dans ce projet, c'est l'énormité de l'échelle et les surfaces à traiter. Et les surfaces, potentiellement, c'est un coût. Donc, on a trouvé toute une stratégie aussi de système qui pourrait être des plantations qu'on peut planter assez petites au début. L'investissement dans les arbres est génial parce que ça prend de la valeur. Et donc, ce travail sur la promenade linéaire, sur la différenciation des flux peut tout à fait se faire avec des systèmes d'arbres, d'alignement. Ça, c'est un exemple du parc des Angéliques à Bordeaux, qui est travaillé en préfiguration. Ces arbres ont été plantés à 2 mètres de haut. Ça fait 6 ans, 7 ans, à la place ici d'entrepôts. On est venu recomposer avec ces décalages. On pourrait imaginer que ça, c'est le chemin vélo ou le chemin piéton, et qu'à gauche, à 5 mètres, il y a le chemin plus rapide ou plus lent, et qui propose peut-être de garder l'enrobé à cet endroit-là, qui propose de dessiner des choses au sol, qui propose d'accéder rapidement au lac avec des pontons ou des choses comme ça. Et là, on voit que l'espace se transforme assez fortement et permet de connecter peut-être les choses de manière intéressante, notamment à cet endroit qu'on appelait l'entrée vers soi, vers le marais, qui est une deuxième entrée vers le marais. À cet endroit-là, vous avez un grand parking qui est peu utilisé, entièrement en enrobé. Ça fait un gros îlot de chaleur. Mais par contre, il y a des arbres. On peut tout à fait décrouter les choses, l'enrober, replanter, mettre une aire de jeu, proposer des accès, des mises en scène du centre équestre, du poney club, du centre hippique, des courses. Voilà, c'est un endroit intéressant où on peut se poser à mi-chemin. On a déjà fait 1,7 km sur cette partie. On peut avoir des aires de jeu et des entrées en passerelle vers le marais. C'est une nouvelle accessibilité au milieu naturel. Et on peut développer des choses autour de l'expérimentation un peu nature, notamment pour les enfants. On n'est pas obligé de leur codifier des jeux à tout va. Et vous avez même un tas en bas,
C'est un tas d'enrobés qui peut être une espèce d'œuvre d'art. On peut faire des murs en enrobé. Il y a des choses vraiment intéressantes. Tout ça dans une idée de consommer le moins de carbone possible parce que je vous rappelle qu'on doit réduire notre consommation par 10 d'ici 2050, ce qui est quasiment impossible. Ça veut dire une voiture pour 5 habitants. Ensuite, on a, et je termine sur les deux parties, cette partie qu'on a appelée la ripiscille augmentée, c'est-à-dire autour de ce centre équestre, peut-être venir travailler les bords du centre équestre de manière plus intéressante, plus épaisse, le planter, notamment aussi pour les animaux qui sont là-bas. L'ombre va être une valeur intéressante. Installer toute une série de pontons au bord de l'eau, comme cette image de référence que vous voyez en haut, et développer cet ensemble de rapports de plantation plus naturels. Vous avez vu des plantations un peu arborées, plus rigides, plus mailles plantées sur la partie urbaine, et là, des plantations beaucoup plus naturelles, en contact avec le marais, en conservant une partie des paddocks pendant un certain temps. Est-ce qu'il faut les garder? Est-ce qu'on les bouge? Je ne sais pas. En tout cas, la volonté, c'est celle-ci. Et de développer notamment sur la partie de la porte des marais, une nouvelle porte d'entrée sur laquelle on pourrait arriver et pas venir juste se garer tous au même endroit. L'idée, c'est d'étendre aussi les lieux d'attractivité pour que tout le monde ne se retrouve pas au même endroit partout et de proposer toute une série de scènes et de lieux avec, vous voyez, peut-être l'emplacement possible de la base nautique, c'est la deuxième légende à cet endroit-là, qui nous semble assez intéressant pour vite partir en aviron, canoë, en voile, et proposer toute une série d'éléments, notamment peut-être autour de la pêche aussi, toute une programmation sur ces lieux-là, et de mettre des indicateurs naturels, faciliter la lecture de l'accès, notamment à la Divonne pour remonter au centre-ville, notamment au marais dans cet endroit-là. Et voilà. Donc, on a fait un tour, j'ai mis 45 minutes 54, c'est pas mal, c'est un bon score. En tout cas, ça fait beaucoup d'informations, j'imagine, pour vous. On va en parler, mais on voulait quand même vous dire le plus de choses possible. C'est, je vous le répète, la partie un peu émergée de l'iceberg, mais ça montre comment on pourrait prévoir ces éléments-là. Par contre, les choses peuvent se faire dans l'ordre, dans le désordre, c'est pas un problème, tant que la logique est respectée et tant qu'il y a de la cohérence dans la réponse. Et c'est ça que je voulais essayer de vous expliquer ce soir. Merci. Avant de laisser la place aux questions et aux réponses qu'on pourrait vous apporter ou aux compléments qui pourraient être apportés par Monsieur Vignal, vous l'avez dit tout à l'heure, cette étape, c'est une étape de présentation du plan guide qui fait suite à toute une série de réunions de concertation. Ce soir, j'imagine que vous allez poser des questions, qu'on va également enrichir ce plan guide. Les prochaines étapes du projet, parce que c'est un peu ce qui peut aussi vous intéresser. Il va falloir qu'on lance une étude environnementale globale pour pouvoir mener certaines opérations de ce plan guide à terme, ou j'allais dire pouvoir les réaliser. Donc c'est ce qui va nous occuper durant l'année 2023. Nous avons fait le choix aussi de lancer un premier espace qui est l'aménagement de la prairie Mont-Blanc, qui inclut le skatepark et le pump track. Donc ça sera en parallèle des études environnementales le lancement de la maîtrise d'œuvre. Et enfin, nous poursuivrons l'ensemble des concertations qui ont été menées jusqu'à maintenant pour pouvoir continuer à regarder dans le détail l'ensemble des différentes séquences du projet de plan guide qui vous a été présenté ce soir. Vous l'avez compris, c'est pas un projet fini, fermé, que nous allons réaliser tel qu'il est présenté aujourd'hui, mais l'idée, comme l'a dit Monsieur Vignal, et qui correspond à notre volonté, était d'avoir un plan guide, d'avoir une projection de ce que serait le lac de Divonne ou de ce que sera le lac de Divonne-les-Bains d'ici à 2030 ou à 2035 dans un nouveau mode d'aménagement avec de nouveaux usages et surtout, ce qui nous semble aujourd'hui important, un accès à l'eau retrouvé. Et je crois qu'aujourd'hui, avoir un lac auquel on tourne le dos n'est pas forcément une bonne idée. En tout cas, c'est l'histoire qui l'a fait comme cela. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit redonner l'accès au lac et à l'eau aux Divonnais, aux touristes, aux passants, aux Gessiens, enfin aux personnes qui viennent aujourd'hui au bord du lac et qui fréquentent ce lieu. Et j'espère que ce projet, en tout cas, répondra à cet objectif. Voilà pour les quelques mots suite à votre présentation. Je vais peut-être maintenant laisser la parole à la salle pour qu'on puisse répondre à vos questions. Il y a un micro qui va circuler, 2 micros même. Qui commence ?
plus dur, c'est toujours la première question. Au fond de la salle. On va commencer au fond, puis on va redescendre. Oui. Je vous laisse, Monsieur Gindre. Je vous laisse vous présenter quand vous prenez le micro. Bonjour, je m'appelle Thierry Gindre, je suis d'Yvonnet depuis quelques années. Est-ce que, ouais, il faut approcher le micro. Oui. Super. Bonjour, bonsoir, je suis Thierry Gindre, j'habite à Divonne depuis quelques années. Et j'ai juste une petite question, c'est enfin deux. Les passages au bord de l'eau, est-ce qu'ils vont être, ils vont avoir une emprise sur l'eau ou ils vont rester sur le terrain? Deuxième question, qu'en est-il de l'île? Et une inquiétude, quand on fait des ouvertures sur les marais, il faut savoir qu'il y a des oiseaux migrateurs maintenant grâce au lac qui viennent se reposer sur le lac, mais qui ne restent pas sur le lac, qui vont dans les marais pour être tranquilles. On vous répond. Ouais, carrément. Alors, sur les pontons, on va dire, ou les estacades qu'on peut trouver, alors il y a plein de situations différentes. L'idée, c'est aussi de recomposer un peu les berges à des endroits, parce qu'elles sont très abruptes. Et comme elles sont abruptes, on n'a pas une forte diversité de typologie de faciès végétales de milieux humides qui s'installent. On a des milieux très secs d'un coup, qui viennent en connexion avec des milieux très humides, bien sûr, au bord, mais on n'a pas toute la gradation de la richesse qu'on peut trouver, par exemple, dans les marais. Donc l'idée, c'est à des endroits un peu particuliers, dans les courbes ou des éléments comme ça, c'est de recomposer aussi les berges pour avoir beaucoup plus d'épaisseur et de diversité végétale, ce qui ouvre tout le faciès du cortège animal végétal qu'on peut avoir là-dessus. Ça, c'est des endroits dans lesquels il faudra sans doute pas s'installer, nous, humains. C'est des endroits où il va falloir mettre en repli, et c'est des endroits qui vont s'auto-coloniser sur l'ensemble. Il y a des endroits qui sont plus arides. On a des enrochements de bords de talus. Ces endroits, on peut se mettre à moitié sur la terre, à moitié sur l'eau. Et l'emprise des estacades, elle va pas être énorme. Parce qu'une estacade, c'est pas donné. Elles vont faire 2 mètres, peut-être en largeur, et d'autres endroits où on peut se poser 3-4 mètres si on veut une situation. La partie qui est couverte au-dessus de l'eau reste minime, et donc l'idée, c'est de recomposer, quand on fait ces travaux, bien sûr, un milieu autour aussi. Donc toujours d'aller dans le sens d'augmenter, on va dire, l'épaisseur, ce qu'on appelle le génie végétal, c'est-à-dire tenir les talus grâce au génie des plantes, grâce aux racines, et pas grâce aux cailloux et au béton. Donc ça, on arrive à faire des choses vraiment intéressantes là-dessus. Ensuite, justement, tout le sujet, c'est pour ça qu'on était avec un bureau d'études aussi en environnement, même si on a une grande sensibilité à ça, de regarder comment on peut peut-être installer des choses sans venir trop perturber. Donc là, le travail, j'ai envie de dire, il est en cours et il est à faire encore. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas exactement où se mettent les oiseaux migrateurs. Vous imaginez, rattraper la connaissance d'un site comme ça, c'est énorme. Mais par contre, c'est ça qui doit orienter les choses. C'est-à-dire, si l'accès qu'on pourrait prévoir au marais, un nouvel accès, se retrouve dans une situation de faiblesse ou de qualité écologique, bien sûr, c'est un choix. Il faut tout de suite dire, on est dans cette valeur-là, mettons-nous en retrait, passons à côté, trouvons les méthodes et tout. Et ça, c'est la manière de faire les choses. Et c'est pour ça que les plans guides sont super, parce qu'on peut arriver au même objectif, mais pas sur une question de dessin, sur une question d'objectif et de logique. Voilà. Donc la question, est-ce que le chemin, il est là ou les 40 mètres à droite? Franchement, moi, j'en ai rien à faire. Ce qui compte, c'est qu'il y ait du sens à poser ce chemin-là et pas ailleurs pour toutes les valeurs, et notamment écologiques. Et puis il y avait une deuxième question sur l'île. C'est ça. Je laisse répondre. Sur l'île, oui. Alors, nous, on a obligé à laisser un petit cheminement autour de l'île parce qu'on a du mal à se dire qu'on pourrait pas y aller quand même sur cette île en ponton, ça serait tellement beau. Mais on sait la valeur écologique de cette île et notamment le refuge. Donc, on est allé contre Monsieur le maire sur cet élément. On l'a laissé sur les plans. Mais on sait que potentiellement, c'est pas évident d'amener un platelage là-bas et il faut sans doute pas. Mais on l'avait laissé pour l'instant. Mais pourquoi pas faire d'autres îles plus tard? Ça serait intéressant. Ça pourrait être une réflexion. On s'est pas permis de faire ça, mais quand on bouge les bords à un endroit, on pourrait remettre des matériaux, ce qui fait de la rugosité,
plus de milieux différents, des milieux isolés. Et là, on augmente comme ça la valeur écologique des choses. Donc, tout ça est plus, on va dire, ouvert. Et pour compléter le propos qui vient d'être tenu, il y a aussi toutes les études environnementales qui vont être menées. Et évidemment, on sera vigilant à être respectueux, en fait, notamment des oiseaux sur cet espace, qu'on sait que c'est un espace très, très important. Et c'est d'ailleurs ce qui nous vaut cette différence de point de vue par rapport à l'anthropisation autour de l'île sur le lac. Voilà, je crois qu'il y avait une question juste au milieu. Ah, si, monsieur lève la main et après on descend vers vous, monsieur Kousmi. Bonsoir, Eric. Je voudrais savoir comment on va faire quand on marche au bord du lac, qu'on veut aller du côté de la Versoix et qu'on doit traverser la piste de glisse. Vous avez prévu quelque chose pour qu'on se fasse pas écraser? Parce que les gars en vélo ou en skate, une fois qu'ils seront lancés, ils foncent. On fait comment? Ouais. Alors, le principe du skate, c'est de rendre attractif un skate parce que il est le plus lisse possible. Donc, c'est pour ça qu'on fait appel à des entreprises très spécialisées qui font des bétons, notamment, très lisses, comme un glaçage, comme un marbre. Et ça, c'est l'attrait du skate. Il ne faut pas qu'il y ait un moindre élément. Faire du skate sur de l'enrobé, c'est pas du tout intéressant. Parce que c'est abrasif et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est de séparer justement les éléments. C'est-à-dire que les gens qui font du skate ne vont pas aller sur cette boucle. Et pour ça, il suffit de faire quelque chose de très simple. C'est-à-dire, autour du skate, on peut mettre du stabilisé, par exemple. Et donc, vous n'avez pas cette interface où on sort du skatepark et puis on va sur la piste vélo et puis il y a des problèmes. Ça, c'est notre quotidien à gérer en tant que paysagiste. On a fait un grand skatepark de 800 mètres carrés dans le parc Blandan à Lyon. Il y a 20 000 personnes l'été. Il y a à côté des pavés enherbés, à côté du skatepark et du stabilisé. Il n'y a pas un skate qui sort. Ils enlèvent la planche, ils sortent et après ils continuent. Et s'ils veulent avancer en pédalant comme ils font, vous voyez, sur la piste vélo, ils peuvent le faire, mais ils re-rentrent dans un rythme. Donc, vous avez raison, la question des croisements d'usage, et j'en ai pas mal parlé, est quelque chose d'essentiel à faire. Et c'est pour ça qu'il faut réussir ces boucles à 2 vitesses ou à 3 vitesses et ne pas charger les choses au même endroit. Et donc, le skatepark, il sera dimensionné et constitué. On n'a pas de plan de ce skatepark pour justement limiter les choses. Un skatepark, c'est un spectacle. Un skatepark, c'est vraiment intéressant. On se dit, waouh, lui, il a 6 ans, il arrive à faire un 360 avec sa trottinette. C'est inimaginable, alors qu'il est tout timide. Ben, c'est ça qui est intéressant dans le skatepark, c'est vraiment un spectacle. Et donc, on peut imaginer un grand banc tout le long de la piste cyclable, qui bloque justement les skates qui pourraient sortir, et ainsi de suite. Et il faut faire des éléments comme ça, faire un endroit plutôt de contemplation. Donc, il y a toute une série d'outils, mais vous avez raison, c'est une des valeurs essentielles, et ça va se poser à d'autres endroits. Toutes ces confrontations d'usage et de vitesse, c'est ça qu'il faut arriver à résoudre. Il y avait une question juste devant. William Cosmans. Moi, je trouve que votre projet est très bien et avoir enlevé le goudron et le remplacer par des prairies, c'est super. La seule chose une réponse que j'aimerais avoir, qu'est-ce que vous allez faire des pierres autour? Parce que si vous donnez l'accès à l'eau, il faut pas arriver sur des pierres, il faut arriver aussi sur de la pelouse. Il y a eu par le passé, on a fait 3 essais de couverture de ces blocs qui apparemment fonctionnent bien. Ça a amené de la végétation aquatique, semi-aquatique. Et puis autour de ça, beaucoup de zooplancton et de petites bestioles. Bien sûr. Vous avez raison. J'y ai un peu répondu tout à l'heure, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle nous le travail de génie végétal. C'est-à-dire, je vous ai montré ce talus un peu en provoque exprès. Ce talus qui a une forme un peu classique d'ingénierie, qui a été fait par des pelleteuses avec des pentes pour pas que ça s'effondre. C'est le seul argument, la seule composition, elle est technique. Et donc ça a créé ces situations où on a peu de faciès et de diversité.
Et tout ça, on a mis des blocs en bas pour bloquer la descente du talus. Ça, c'est ce qui s'est passé dans toutes les rivières en plus de France. Hein, les rivières qui sont canalisées, qui sont comme ça. Et plus on drague les rivières, plus ça attire les choses, et plus il faut mettre des blocs, et ainsi de suite. C'est ce qui s'est passé pendant toutes les années 60, 70, 80. Maintenant, ce qu'on essaie de faire partout, on a fait un grand projet à Lyon qui s'appelle les Rives de Saône, où on a justement cassé toute une série de ces blocs, recomposés, remis en place pour refaire des îlots, des îles devant. Et encore là, on n'a pas de vagues qui sont liées aux péniches, qui cassent toutes les plantes et ainsi de suite, pour faire des habitats. Par contre, ce projet de génie végétal, ça coûte quand même de l'argent. Parce qu'il faut descendre dans l'eau, il faut une pelle, il y a un travail. Et il y a toute une série de dispositifs d'investissement, des dispositifs majeurs. On va bouger des tas de mètres cubes pour faire des vrais milieux qui rentrent jusqu'à 20 mètres avec des petites îles, avec des redans, avec toute une série de plantations. Ça, c'est le projet majeur. Et puis des situations peut-être que vous avez faites, qui sont peut-être plus light, mais qui fonctionnent bien, qui s'installent peut-être plus longuement dans le temps, mais qui fonctionnent bien. Donc, il y a toute cette série de travail à faire. Nous, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut le faire. Mais pour le faire sur l'ensemble, je ne sais pas le budget, mais on peut le calculer vite. Un beau travail de génie végétal, c'est 1 000 € le mètre linéaire. Donc, on peut faire vite un petit parcours. Donc, il faut le trouver aux bons endroits. Et les bons endroits, c'est aux endroits où il y a des connectiques avec d'autres endroits. C'est des endroits où on ne va pas aller pêcher, parce que il peut y avoir conflit sur ces éléments. Mais il faut le faire. Et c'est le travail qui est engagé sur le long terme, justement, pour installer un lac qui saura aussi se défendre avec l'augmentation de la température de l'eau. Et le moyen de lutter contre ça, c'est de l'oxygéner. Comment on l'oxygène? On l'oxygène par les plantes et par les milieux. Et donc, il va falloir augmenter ce milieu aquatique qui va permettre de stabiliser ça, justement, son équilibre et de limiter le développement possible, plus tard, de cyanobactéries, de choses comme ça, qui empêchent justement le fait qu'on pourra se baigner. Merci. Il y avait une question juste à côté, et après, là, sur le côté. Guy Momeux, conseil de quartier centre. Lors de la présentation de ce projet, nous avions eu une réflexion sur le projet, et une idée qui était récurrente, c'est d'avoir une guinguette avec un côté restauration, boisson, mais pas quelque chose de sophistiqué, avec un ponton sur l'eau, quelque chose qui soit attractif pour se reposer, se désaltérer, un petit encart. Merci pour la question. Alors de ce point de vue-là, on en a pas mal échangé en concertation. Je pense qu'on est déjà bien loti au bord du lac. On a déjà beaucoup d'éléments qui donnent accès à la restauration, à la buvette, des points, des lieux de rencontre, comme on a pu avoir cette année un nouveau site. Donc clairement, dans le projet, dans la construction qu'on a eue avec le groupe Base, on n'a pas discuté d'un nouveau lieu. Après, on s'interdit rien, notamment pourquoi pas des terrasses pour des belvédères, mais en point de vue de restauration ou de buvette, aujourd'hui, je pense on en a déjà assez, et je pense que ça n'a pas lieu d'être d'en avoir des nouveaux. Il ne faut pas trop proliférer sur les lieux de sites de restauration de buvette, car il y a un espace nature qu'on souhaite vraiment maintenir, et après il y a un espace vraiment qui est dédié à ça tout le long du lac sur la partie un peu plus ville. Peut-être pour compléter le propos de Kevin, ce qui est prévu dans le plan guide, c'est le déplacement du glacier qui est à l'entrée du lac par la porte suisse, je crois comme vous l'appelez, de le déplacer plutôt proche de l'aire de jeu pour l'enlever du champ visuel qui mène aujourd'hui au lac, et puis peut-être le travailler différemment pour lui permettre aussi de mieux fonctionner durant l'été et peut-être d'avoir une terrasse un peu différente durant l'hiver et d'avoir une terrasse un peu différente. Voilà ce qui est un peu prévu. C'est vrai que ce chalet, il était bien initialement. La configuration des lieux a changé. Le parking qui était à la place des jets d'eau a été enlevé. La végétation a été enlevée. Donc du coup, il y a ce projet de modification, mais c'est pas un point supplémentaire de restauration ou de buvette. Parce que je le redis, l'idée c'est de ne pas se retrouver avec Disneyland, de pas avoir tous les 50 mètres une proposition supplémentaire de restauration ou de commerce au bord du lac. Il y a vraiment l'idée et l'objectif de travailler sur un espace dédié à la nature sur le bord du lac. Et j'en profite parce qu'il y a un sujet qui n'a pas été abordé,
c'est le sujet de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite de l'ensemble du périmètre et notamment au secteur de la plage, au secteur du port. Évidemment, c'est un sujet qui a été pris en compte par le bureau base et qui fera l'objet de propositions et de travaux pour permettre l'accessibilité. Il y a notamment dès cette année, en tout cas, un sujet pour rendre la plage accessible pour les personnes qui ont des difficultés de mobilité. Et on devrait pouvoir permettre d'accéder plus facilement au bassin, enfin au lac, pardon, par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Puis le projet permettra d'avoir des aménagements adaptés, j'allais dire, tout au long de la réalisation de ce projet. Voilà pour le complément. Il y avait une question sur le côté, et après madame. Bonsoir monsieur le maire, bonsoir à tous. Martin Perrier, je voudrais faire un petit témoignage en fait, à différents titres. Premièrement, d'abord en tant que citoyen, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un petit groupe de citoyens d'Yvonnet qui a travaillé pendant pas mal de mois pour essayer de proposer, il y a de cela 4 ans, un projet structurant pour le lac. Et je ne vais pas tant attaquer ou commenter les aspects de fond. Je pense qu'il y a plein de choses très intéressantes, mais ces choses très intéressantes, elles ont été pas mal parcourues en fait, justement par ce travail. Il y a eu, j'ai compté 12 réunions en mairie, et puis d'un seul coup, le canal a été complètement coupé et plus aucun contact. On s'est toujours tenu à disposition pour essayer d'apporter un certain nombre d'éléments. Je vois par exemple les zones où il y a des déchets enfouis le long de la rivière, les problématiques sur tout ce que vous évoquez sur le génie écologique, etc. Il y a eu des chiffrages, des estimations sur les écosystèmes, etc. Et donc du coup, moi j'ai quand même pas mal de questions parce que vous parlez d'une concertation exemplaire et je pourrais parler de plein de points, mais je vais insister sur ce sujet-là, sur la concertation exemplaire. Depuis tout le temps où le bureau base intervient, aucune des personnes, et on parle bien d'Yvonnet, qui ont travaillé sur ce sujet, n'ont été particulièrement contactées. Je dois avoir à peu près 5000 pages de documents sur le tour du lac. Et je regrette en fait que cette expérience acquise ne soit pas mise à profit. Je constate aussi que lorsque vous dites que vous faites une concertation d'un certain nombre d'associations, je prends ma casquette HED, une association qui est quand même la principale association qui s'occupe des questions environnementales, enfin une des principales, hein, il y en a sûrement d'autres. Nous n'avons jamais été consultés sur ce point. Et ensuite, vous parlez des concertations des quartiers. Je prends ma casquette conseil de quartier Vesnikrassi. La concertation à laquelle on a assisté était quand même assez surprenante. Vous connaissez mon avis puisque je l'ai partagé avec vous. La dernière réunion à laquelle on a été invité sans ordre du jour, en découvrant pendant la réunion que le point de discussion allait être limité, c'était il y a à peu près 2 mois. Et on nous a présenté plus ou moins ce que vous venez de nous indiquer, mais sans jamais aborder la question de la vision. Et je pense que pour un sujet comme le lac de Divonne, on n'a pas encore eu ce soir, c'est-à-dire quelle est la vision du rôle de ce lac dans la ville, qu'est-ce qu'on veut réellement en faire? Parce que là, aujourd'hui, on a une réflexion paysagère d'un tour de lac, mais on ne nous parle pas, et c'était le cas de votre questionnaire qui a été rempli par 900 personnes, à peu près, moi je l'ai rempli 3 fois parce que je n'arrivais pas à mettre les commentaires que je voulais, mais globalement, on ne nous parle pas d'esplanade du lac dans ce questionnaire, on ne nous parle pas d'hippodrome, on ne nous parle pas du type d'activité nautique qu'on veut avoir sur le lac. Je trouve que donc du coup il y a un déficit de vision sur le lac qui est proposé. Quant aux aménagements, je vois un certain nombre de points qui ont été mentionnés très clairement pendant cette réunion par les différentes personnes qui étaient présentes. Alors on a parlé du ponton, effectivement, la plupart des gens disaient pourquoi un tel ponton.
Mais je vois par exemple que l'idée de déplacer la base nautique n'était pas une idée qui a été du tout suggérée et pourtant maintenue. L'idée de considérer qu'on peut mettre des activités sportives à proximité de l'esplanade du lac, où il y a quand même la bibliothèque, où c'est un endroit où il y a pas mal de personnes qui sont... Enfin, c'est un espace plutôt culturel, et donc du coup, il y a un enjeu de bruit, ne semble pas être pris. L'idée d'avoir une aire de jeu à l'endroit justement où il y a un de ces dépôts probablement pas très net, de l'autre côté, dans la zone hippique, a été maintenu. Et donc du coup, en fait, on nous concerte. Pourquoi? Parce que toutes les propositions ou les remarques qui ont été faites, en fait, n'ont pas été prises en compte. Et on s'était rendu compte à cette occasion-là, une fois qu'on a eu cette réunion de concertation où on a dit un certain nombre de choses, qu'existait justement le document qui nous est présenté ce soir, qui finalement calait un certain nombre de choses, et on voyait qu'on essayait de nous faire valider peut-être des choix qui avaient déjà été pris. Donc moi, je vois pas mal de choses intéressantes dans ce qui a été avancé, mais je pense que l'espace là, qui est un espace qui est effectivement très important pour les Divonnais, il suffit de voir l'affluence de ce soir. Je vous invite, et je l'ai déjà fait plusieurs fois, je vous invite à pousser réellement le temps de la concertation suffisamment longtemps pour impliquer un maximum de monde. Il y a des bonnes idées, c'est un sujet potentiellement consensuel, je sais qu'il y a d'autres sujets qui le sont moins. Prenons le temps de recueillir ces opinions au-delà de ce questionnaire qui est malheureusement un petit peu limité. Voilà, et je finirai juste sur un point, parce que j'aimerais avoir une réponse par oui ou par non. Est-ce que les projets d'hôtels qui sont dans le plan local d'urbanisme vont être enlevés suite aux propositions que vous allez faire, à savoir la zone maraîchère que vous avez présentée? Normalement, il y a la possibilité de construire un hôtel. Et donc, est-ce que ça va être supprimé? Idem pour les résidus d'hôtels qui étaient liés à la création du parc aqualudique qui a été, lui, abandonné. Merci. Très bien. Vous me permettrez, Monsieur de Perrier, de vous répondre et de faire un peu de politique. Sur le premier point, c'est vrai qu'on s'est rencontrés à plusieurs reprises parce que vous nous avez présenté un projet que vous aviez nommé Pégase, qui concernait principalement un développement d'activités multiples qui allait de l'hippodrome jusqu'au paddock, pour être exact. Nous nous sommes vus à plusieurs reprises, post-campagne électorale, et à un moment, vous avez souhaité aussi qu'on puisse contractualiser pour vous permettre de poursuivre vos études. C'est assez juste. Il y avait une question de mandat. Voilà. Donc, l'objectif était aussi de se dire, plutôt que donner un mandat uniquement sur l'hippodrome, élargissons le champ de notre mandat pour travailler autour du lac. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de suite donnée à la proposition de mandat que vous aviez fait. Alors peut-être que c'était une action de citoyen, en fait, qui se concrétisait derrière par un mandat que la collectivité aurait dû donner pour poursuivre un certain nombre d'études. C'est le premier point, et je pensais que c'était important de le dire à l'Assemblée ce soir, parce que c'est quand même de l'argent public des Divonnais qui aurait pu aussi participer au financement de la poursuite de vos travaux. Le deuxième point, c'est la SHED. J'entends votre position de président, ou en tout cas de membre du conseil d'administration de la SHED. Je suis content d'entendre ce soir que vous souhaitez être proactif sur des projets de développement de la ville, et notamment des projets d'aménagement. Parce qu'aujourd'hui, les rapports que la collectivité entretient avec la SHED depuis des années sont des rapports d'opposition ou sont des rapports de contentieux sur des projets d'aménagement et des projets d'urbanisme. Et je le regrette. Parce que je vous l'ai dit il n'y a pas très longtemps, lors de notre dernière rencontre, lors de la dernière rencontre que nous avons eue concernant les recours que vous avez formés contre les permis de construire de la gare, j'ai regretté qu'à l'époque où Divonne-les-Bains connaissait un problème majeur, qui était l'abattage des arbres pour le Capricorne asiatique, nous n'ayons pas eu le soutien de la SHED à l'époque pour travailler sur des stratégies de plantation ou pour travailler sur des éléments de pédagogie. Et pour une association dont le but est de travailler sur l'environnement et la sauvegarde de l'environnement, il me semblait que ça aurait pu être son rôle. Vous m'avez indiqué, et à juste titre, que c'était une association et que vous n'aviez pas le temps de vous consacrer à l'ensemble des sujets.
c'est aussi la raison pour laquelle, à un moment, on a décidé, dans le cadre de l'association des associations sur ce projet du lac, de pouvoir faire participer les associations qui sont aussi au bord du lac et qui font vivre ce lieu. Le troisième point, sur la concertation. Il y a un temps de concertation qui a eu lieu. On a réuni, je crois que le sondage qui a été fait était un des sondages où les Divonnais ont le plus participé en termes de retour. Il y a eu des échanges qui se sont faits à travers de multiples rencontres. Et le projet, il est le résultat aussi d'arbitrage par rapport à la concertation qui a été menée. Très clairement, vous avez fait part de votre position réservée sur l'installation de telle ou telle structure, équipement sur l'esplanade, à proximité de l'esplanade. Je peux comprendre qu'on ne soit pas d'accord sur ce projet. À un moment, nous, forts de la concertation qui a été menée jusqu'à maintenant, on a arrêté un certain nombre de choix, sur proposition aussi ou en concertation avec le bureau d'études. Et ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que ces éléments peuvent aussi évoluer. Et que la concertation, aujourd'hui, elle n'est pas close. Donc, si vous souhaitez participer avec la chaîne maintenant, la porte vous est forcément ouverte et elle vous est forcément bienvenue. Et la dernière question, et je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, il n'y aura pas d'hôtel à l'entrée de la ville sur la porte sud, qui est aujourd'hui le secteur qui est dédié à la partie nourricière du projet du Grand Lac. Je l'ai dit durant la campagne électorale, je le redis aujourd'hui. Ça a été dans le PLUIH parce que quand le PLUIH a été travaillé, il y avait une volonté qui était de mettre un hôtel à cet endroit, donc c'est ce qui a été retenu. Aujourd'hui, la majorité actuelle a décidé de faire différemment, donc ce sera traduit demain dans une modification, dans une révision du document d'urbanisme. Voilà pour une réponse très claire sur ce sujet. Madame. Mais peut-être on n'a peut-être pas passé la soirée à faire un droit de réponse. Peut-être qu'il y a des questions qui vont nous permettre. Mais Madame Mebeau, ce soir on va pas faire un débat ville Hached. Je pense qu'on est là et on m'a accusé et on nous a accusé également de ce qui a été dit. Donc je pense que j'ai pu dire ce que j'avais à dire, vous l'avez dit. Donc je pense que maintenant on peut passer aux questions qui portent au projet LAC. Madame. Moi je vais sortir un petit peu du débat politique. Je vais poser une question beaucoup plus pragmatique. Moi je suis d'abord félicitations pour cette présentation, parce que j'avais pas vu que les choses pouvaient se mêler comme ça. Par exemple, le marais du Bidonne, pour moi, c'était pas le lac, c'était autre chose. L'hippodrome, c'était autre chose. Enfin, les choses étaient très séparées dans ma tête. Pourtant, je suis divonnaise depuis longtemps. Et bon, là, je vois que ça peut faire un parc de la Tête d'Or en plus petit. Et ça m'a bien plu comme projet. Bon, à part ça, moi, je suis pas sur le plan politique, je vous dis, je suis sur le plan biologique. Moi, le lac est plein de ce que j'appelais des algues, et puis en fait, c'est des plantes, c'est, comme vous dites, des herbiers. Et tout le monde s'inquiète de ces herbiers, parce qu'on y voit là une attaque de la nature contre notre lac. Donc, vous me dites que c'est une preuve de pureté de l'eau. Alors ça, je suis bien contente de le savoir, parce que moi, je croyais que ces herbiers étaient nourris par des détritus qui étaient au fond du lac. Donc, voilà. Et on les coupe. Mais est-ce que vous parlez de 4 ans, encore 4 ans de coupure, de fauchage? Et est-ce que ça va durer? Est-ce qu'ils vont faire partie du paysage bientôt, ces herbiers? C'est ça que, oui, parce qu'ils pourraient, dans un écosystème, ils pourraient très bien faire partie du paysage. J'aimerais savoir, cette fauche-là qu'on voit très souvent dans le lac, qui coûte cher d'ailleurs, est-ce qu'elle va durer ou est-ce que ces herbiers vont bientôt faire partie du paysage? Merci. Alors, je vais essayer de répondre, et je ne vous répondrai pas de manière exacte parce que je crois que personne ne sait exactement comment les choses vont évoluer. Mais on peut pressentir, et je ne suis pas non plus ingénieur en environnement, c'est pour ça qu'on a des personnes qui sont, malgré ma grande sensibilité à ces sujets, qui sont spécialistes là-dedans. Alors, le sujet des herbiers,
est un sujet majeur. On l'a compris tout de suite, notamment dans les concertations. On a quand même eu 2-3 infos. Et merci d'avoir un peu félicité le travail, parce que là, j'ai l'impression qu'on a fait un projet un peu pas trop haut niveau, mais bon, c'est qu'il y avait beaucoup de choses à dire, j'imagine. En tout cas, on sait le problème. Enfin, on sait comment sont lus ces myriophiles et un peu. C'est pour ça que je tenais à le remettre un petit peu dans un contexte comme un milieu particulier qui est plutôt un marqueur qui est pas inintéressant. Voilà. C'est pas quelque chose de très diversifié. Et pourquoi c'est pas quelque chose de très diversifié? Parce que on a des fonds qui sont des fonds d'ingénierie, tout au même niveau, à 4 mètres, je sais plus. Voilà. Et si on voulait diversifier, il faudrait monter les niveaux, faire des petites îles, redescendre, creuser plus, et ainsi de suite. Et là, on aurait plus de diversité, donc moins de mono-espèces. Donc, c'est plutôt des plantes qui sont intéressantes parce que elles se trouvent bien là, donc elles s'étalent dans un site qui était stérile, où les choses sont parties de zéro. Mais par le travail, justement, d'acupuncture, mais plus que d'acupuncture, au fur et à mesure du génie végétal, notamment sur les bords, on va ouvrir à une diversité écologique, notamment aussi animale et piscicole, qui peut venir peut-être un peu stabiliser ces choses-là. En tout cas, on sait que le travail qui est en cours pour essayer de limiter ça a plutôt de l'intérêt, mais c'est vrai que la grande solution, ça serait de rendre le lac plus profond. Mais on ne peut pas imaginer, c'est-à-dire on repart 60 ans en arrière. Donc il faut trouver des stratégies très long terme, et nous on n'avait pas la mission spécialement sur cela, pour justement venir rééquilibrer ces plantations qui, on va dire, s'installent et posent un problème notamment pour la navigation aussi quand il y en a trop. Mais je pense que c'est un travail à mener sur le long terme d'équilibre. Et il y a l'équilibre, on va dire, des milieux écologiques et quelque chose d'assez compliqué à construire, mais ça se fait. Il faut faire confiance à ça. Mais c'est un vrai sujet. Voilà. Donc j'apporte pas de réponse, mais il faut se projeter dans le long terme. Et dans le plan guide, il y a justement un volet sur cette question environnementale qui doit pas être résolu là, qui ne doit pas être regardé dans 20 ans, mais qui doit être mené chaque année en questionnement avec des essais, des tentatives, des choses comme ça. Et c'est comme ça qu'on trouve la bonne solution. Merci. Il y a une question. Je vous propose qu'on en prenne encore une, parce qu'on arrive après la dernière, parce qu'on arrive gentiment à la fin du temps qu'on s'était donné. Allez-y, pardon. Bonjour, moi je parle en tant que membre du club d'aviron. Oui. J'ai une question sur la base nautique. En fait, quand vous utilisez que ce soit un voilier, que ce soit un bateau d'aviron, vous partez d'un endroit protégé pour aller sur un espace beaucoup plus large. Et le fait de déplacer la base nautique en haut du lac vers le marais des Bidonnes, là on va se retrouver peut-être dans un couloir de vent qui va peut-être effectivement en compte empêcher le départ de façon sécuritaire de la base nautique. Donc je suis un peu étonnée qu'on déplace cette base nautique au bout du lac pour ça. Et puis, parce que ça va aussi artificialiser de nouveau le haut du lac. Et moi, souvent, on discute en assemblée générale de cette base nautique la mini-base nautique que nous avons. Et peut-être, nous, on se disait, par exemple, qu'on aurait pu creuser le talus, par exemple, pour faire des hangars à bateaux ou des choses comme ça. Le talus qui est le long de la route. Ouais. Le port est en contrebas. Voilà, c'était mon idée. Je vais effectivement vous répondre. Ça a été un gros sujet, la base nautique. On a rencontré vos collègues, on a rencontré les pêcheurs, on a rencontré un peu tout le monde. Il y a eu pas mal d'échanges quand même là-dessus. On a fait des faisabilités d'architecture qu'on vous montre pas là sur le site actuel pour voir si on pouvait rénover et partir avec les gabarits que vous avez d'aviron qui sont quand même pas des petits éléments pour leur faire un toit pour les protéger. Et on nous a donné des quantités, de nombre de bateaux, des surfaces, et on est arrivé à la conclusion assez rapidement que tout ne pouvait pas rester là parce que c'était trop étroit, et notamment dans une vision que peut-être dans 10 ans, aujourd'hui c'est suffisant, mais si les choses sont plus attractives,
qu'est-ce qui nous dit qu'il ne faudra pas un deuxième hangar ou des choses comme ça. Donc il faut toujours essayer de trouver un endroit où il y a un tout petit peu de marge de manœuvre, ce qui est plutôt bon signe, ça veut dire que les choses fonctionnent. Mais même dans la configuration actuelle, effectivement, les choses ne rentraient pas. Et les croisements des flux n'est pas évident à cet endroit. Et ce qui nous embêtait, et là je prends ma casquette un peu paysagiste, c'est-à-dire que ce bassin de la Lune qui est assez intéressant en termes de composition, de position, il est un petit peu dédié à ça, mais pas à beaucoup d'autres choses. Et on s'est posé cette question, et comme vous le voyez, on passe rapidement sur la base nautique, on l'a positionné là, et ainsi de suite. Le sujet, c'est qu'on sent que pour être attractif, il faut un nouvel élément, plus moderne, plus adapté, qui ne soit peut-être pas que réservé à ça, où on a d'autres personnes, où on met là avec la pêche, je dis n'importe quoi, on avait décidé, où il y a une terrasse, peut-être il y a un café plus tard, j'en sais rien. Un vrai lieu où il y a une effervescence autour de ces sujets-là. Et cet élément, spatialement, ne pouvait pas fonctionner là, même en tapant dans le talus. Ça veut dire faire des travaux assez importants, c'était pas rien. Et en termes de desserte, on est dans un endroit qui n'est pas idéal non plus, avec des pentes de ceci-là. Donc on a discuté aussi avec vos collègues, on avait présenté la situation, on n'a pas eu de retour sur le fait que ça pouvait poser un problème de lancement, par exemple. Alors, voilà, par contre, on l'avait mis à un autre endroit, et là, c'est ceux qui pourraient faire de la voile qui nous ont dit, mais là, on ne prend pas assez le vent pour partir. Donc on l'a remis à un endroit où on prend plus les couloirs de vent. Donc on a essayé de trouver le bon niveau. Mais comme on vous l'a dit, c'est un plan guide. L'emplacement qui est là, si on prouve qu'il faut faire un petit élément pour couper un peu le vent, pour vous puissiez partir plus facilement, je pense que ça se dessine facilement. En tout cas, le faisceau d'indices nous a amené à se dire cet endroit est trop serré, trop étriqué, et peut-être le redonner un peu à tout le monde, mais aussi à des sports libres nautiques, pouvait être intéressant. Voilà la réflexion qu'on a aujourd'hui, avec aucun permis de construire à cet endroit-là, juste une réflexion de logique par rapport à plein de demandes qui amènent à ce faisceau d'indices, qui amènent à se dire on pourrait se mettre là. Mais par contre, je suis sûr qu'il y a des solutions, j'en vois dans ma tête là, pour faire ces éléments de lancement qui sont nécessaires, mais on n'a pas eu à ce point-là, je pense, cette information. Je vous propose de prendre la dernière question, puis après, on reste vous à votre disposition, Alain Giraud. Voilà, je m'appelle Alain Giraud, je suis passionné depuis longtemps à l'histoire de l'eau à Divonne, et j'étais un peu surpris dans votre étude que vous avez fait une présentation générale sur l'aménagement du Grand Lac, le pourtour, qui me paraissait très intéressante. Par contre, moi j'aurais commencé avec l'eau, parce que le lac, c'est d'abord l'eau du lac. Le problème que j'ai rencontré en m'intéressant à ce lac, c'est de découvrir qu'en fait, les Divonnais ne connaissent pas vraiment les caractéristiques précises du lac qui permettent d'avancer dans des études sérieuses et d'avoir des actions efficaces. Par exemple, j'ai découvert, et je constate encore aujourd'hui, qu'on ne sait pas à Divonne que ce lac est un lac exceptionnel. Dans le cadre des études que je me suis fait tout seul, j'ai fait le tour des lacs alpins, du Jura, de l'Ain. Je suis allé au lac des Sapins, que vous avez cité tout à l'heure. Et j'ai découvert que le lac de Divonne est une exception au niveau de la capacité à être un lac avec une eau exceptionnelle, parce qu'il peut être protégé complètement de toutes les pollutions, ce qui n'était pas le cas avant, d'une part, et d'autre part parce qu'il a des sources dans son fond, sur son fond de lac, qui produisent de l'eau en permanence et qui ne tarissent pas pendant les périodes extrêmement sèches comme cet été. Alors le constat, c'est tout simplement, par exemple, ce flux d'eau. Je l'avais présenté ce sujet à Kevin qui m'avait accueilli au bord du lac pour découvrir ces choses-là. Le flux d'eau, le débit des sources du lac n'est pas mesuré. Pour faire une étude scientifique, il faut avoir des données qui soient sérieuses et précises. Donc là, il y a une faille dans l'étude. Il y a des petits trucs tout bêtes. On fait le tour du lac. Vous avez parlé de 3 km 300, c'est 3 km et 76 mètres. Ça n'a pas d'importance comme ça, mais ça veut dire que les éléments du tour du lac ne sont pas précis et scientifiques. Et après, ça se décline, par exemple, dans l'analyse sur les plantes qui poussent au fond du lac.
ce sont soit des plantes aquatiques et qui produisent du plancton, qui produisent de l'oxygène, comme on l'a dit. On a ici William Kosman qui pourrait expliquer tout en détail. Il faudrait 1 heure de présentation, bien sûr. Mais il y a aussi, aller dans le port, ce ne sont pas des plantes aquatiques, ce sont des algues, ce sont des plantes de pourriture, de pourriture de l'eau, carrément. Et pour analyser tout ça, vous avez plein d'outils. Moi, j'avais rencontré les gens qui gèrent à Annecy le laboratoire des lacs alpins, avec des tas d'études et des tas de gens compétents qui sont capables de venir s'entretenir avec tous les techniciens de la ville pour essayer de comprendre comment on pourrait essayer de gérer à la fois une bonne population de plantes dans le lac et puis une bonne transparence de l'eau. On a des exemples de lacs jurassiens, il y en a quelques-uns, j'ai le bonheur de visiter de temps en temps, qui sont peu profonds, qui ont un très bon équilibre de plantes aquatiques et une très bonne population de plancton, de poissons, et où on se baigne avec un grand plaisir. Voilà, et d'une manière générale, à Divonne, mon message, c'est accentuer les études sur l'eau, la vie de l'eau, les effets des pollutions potentielles, etc. Merci. Écoutez, moi j'accueille justement toutes ces remarques avec plaisir parce que on a un site qui est assez complexe. Là, vous mettez un coup de projecteur sur la question de l'eau, l'hydrologie, la complexité, les nappes. C'est un domaine scientifique hyper complexe. C'est des spécialistes. Analyser tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. C'est des études en soi, c'est ce que vous avez dit. Et nous, paysagistes, justement, notre travail, c'est dans ce plan guide, c'est de gérer 80 sujets comme ça et de les harmoniser et d'essayer de trouver où sont les points saillants. Donc effectivement, aujourd'hui, on a fait une présentation un peu surfacique pour que tout le monde puisse un peu, vous l'avez dit vous-même, on pourrait passer 2 heures à expliquer la question de l'eau, et moi je suis fanat de ça, et on ne sait pas exactement, et c'est ça qui est encore une vraie liberté, et à la fois une ressource qui est assez fragile. Donc, ce qu'on veut vous dire dans ce plan guide, et je crois que j'ai répondu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des solutions qui peuvent se faire sans une mécanique d'ingénierie lourde, carbonée, j'insiste là-dessus, mais avec une recomposition naturelle qui est assez difficile à mettre en place parce qu'elle demande effectivement un diagnostic scientifique précis. Et je vous rejoins énormément là-dessus. Et c'est pour ça que tout à l'heure on répondait en disant je pense que la réponse sur les myriophiles, elle est complexe, mais elle existe sans doute dans le long terme avec des études de cas et ainsi de suite, et elle n'est pas miraculeuse. Par contre, elle est sans doute assez liée à des systèmes d'équilibre et à des spécificités. Et donc, c'est un travail à engager. Et le plan guide parle de ça. Mais il dit aussi, là-dessus, il y a des gens qui veulent faire du skate, il y a des gens qui veulent aller au bord, il y a des gens qui veulent ça, et ainsi de suite. Et il faut harmoniser et orchestrer tout ça pour qu'il n'y ait pas des conflits sectoriels et des conflits d'usage, un peu, que ce soit entre des skates et des je sais pas quoi, et puis entre des pêcheurs et un nouveau génie végétal et tout. Mais je pense que vous avez raison de redonner effectivement, par ce que vous venez de nous dire, la valeur à l'eau. J'en ai sans doute pas assez parlé parce que c'est un milieu quand même assez complexe et de nous dire, regardez, tout est là, il faut le regarder intelligemment, il faut sans doute lancer les études adéquates là-dessus, qui sont des études scientifiques un peu précises, et qui vont amender justement ce travail de reconquête pour faire face aussi aux défis climatiques qui nous attendent, qui est quand même pas une mince affaire non plus. Et pour compléter le propos, on a fait le choix de confier une mission à la société Aqualément pour l'entretien du lac et travailler sur le génie végétal également. Mais on est conscient que le travail ou la mission qui leur a été donnée pendant 5 ans, elle va pas résoudre l'ensemble des problèmes, ou en tout cas l'ensemble de l'aspect environnemental et écologique du lac. Parce que le lac subit aussi une augmentation de la température, il y a une évolution de l'écosystème propre au lac, et on va devoir poursuivre des études, poursuivre un travail avec des spécialistes pour imaginer ou trouver des solutions pour les 10 années qui viennent ou pour les 15 années qui viennent, parce que le lac va être soumis à une pression naturelle, j'allais dire de plus en plus forte. Et on doit aussi accepter que le lac n'est plus l'aspect visuel
qu'il avait à son démarrage, j'allais dire, ou à sa mise en eau, il y a maintenant à peu près une 60aine d'années. Et qu'on doit vivre aussi avec un lac qui est, j'allais dire, un organisme vivant et qui, lui aussi, subit et s'adapte, j'allais dire, aux contraintes climatiques et écologiques qui l'entourent. Voilà en quelques mots. Je vous propose qu'on en reste là comme je l'ai indiqué. Je vous précise qu'on est à votre disposition pour répondre à vos questions autour du verre de l'amitié. Et avant de dire quelques mots de conclusion, je voulais également vous dire que la présentation qui vous a été faite ce soir sera disponible sur le site de la ville et sur les différentes plateformes de la ville. En 3 mots de conclusion. Je voulais d'une part remercier Kevin Refast et l'ensemble des élus et l'ensemble des Divonnais qui ont participé au travail sur ce plan guide. Évidemment, Monsieur Vignal du bureau base et l'ensemble de ses équipes, parce qu'en l'espace d'une année à peu près, vous avez réussi à mettre en image ce que nous avions, nous, un peu imaginé durant notre campagne, mais surtout d'être arrivé à le compléter, à l'amender, à le mettre en dessin, en lumière, et aussi avec l'avis des Divonnais. Et je crois que c'est important. Parce que ce lac, il ne nous appartient pas à nous, les élus, mais il appartient aux Divonnais, il appartient à la ville de Divonne-les-Bains. Donc je suis très satisfait du travail qui a pu vous être présenté ce soir. Pour nous, c'est un travail aussi qu'on souhaite être enthousiasmant, parce qu'on parle souvent de projets qui s'inscrivent dans des projets de construction, de projets d'immobilier ou de projets d'équipement public. Aujourd'hui, on parle d'un projet naturel, d'un projet d'aménagement qui va se faire dans le temps, par étapes, pour redonner une image différente à ce lieu auquel nous sommes tous attachés et ce lieu où nous avons tous un souvenir. Certains ont appris à leurs enfants à faire du vélo, à marcher, d'autres s'y sont retrouvés pour faire la fête un soir de 14 juillet ou à un autre moment, d'autres y ont partagé des moments de joie, des moments de peine, et c'est vraiment cette histoire des Divonnais, cette histoire du lac qui est aussi très liée à l'histoire des Divonnais et à l'histoire de Divonne-les-Bains. Donc vous l'avez vu ce soir, notre volonté, c'est d'avoir cette approche sensible. C'est vraiment d'avoir une approche qui est dans la continuité de ce qui s'est fait sur le lac, de ce qui s'est fait pour le lac et de ce qui s'est fait autour de lac depuis sa création dans les années 60. Et j'espère que vous aurez compris ce soir ce que nous avons souhaité faire, que nous arriverons à faire en sorte que vous puissiez apprécier ce projet, que vous puissiez continuer à y être associé, parce que je l'ai expliqué tout à l'heure, la concertation n'est pas close, et qu'on puisse, au fil des années, se retrouver dans les différents aménagements qui seront réalisés à partir des mois prochains, à partir de l'année prochaine. En tout cas, merci pour votre présence ce soir, et nous restons à votre disposition. Merci beaucoup.